La présentation de ce soir s'inscrit dans le cadre du programme départemental de sensibilisation aux questions énergétiques assuré par Eliante en partenariat avec la région Rhône-Alpes, l'ADEME et le Conseil général de l'Ain. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 21 h pour se questionner et s'informer sur nos besoins en énergie pour se chauffer, s'éclairer, se déplacer et sur les modes de production de cette énergie dans un monde où les ressources énergétiques s'épuisent et où les gaz à effet de serre s'accumulent. Nous sommes ici pour comprendre et découvrir un scénario de transition énergétique et comprendre les hypothèses avec lesquelles ce scénario a été élaboré. La présentation sera suivie d'un temps d'échange avec la salle, un temps de questions-réponses, où nos points de vue complémentaires pourront s'exprimer et interroger ce modèle de transition construit par Négawatt. Et puis à la fin de la conférence, quelques exemplaires du manifeste Négawatt seront proposés à la vente au niveau de l'accueil. Marc Géliska et Denis Chessou pourront réaliser une courte séance de dédicace si vous le souhaitez dans le hall d'accueil. J'ai rien fait sur celui-là. Tu n'as rien fait, mais tu verras ce que tu fais après. Ah oui, oui. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir donc Marc Géliska, co-auteur de ce manifeste, et puis Denis Chessou, journaliste à France Inter, à qui j'ai demandé d'animer la soirée. Merci beaucoup, chère Marie. C'est vrai qu'on était un petit peu débordés, mais quand Marie m'a dit « est-ce que tu peux venir ?» etc. et André Philippon, j'ai dit « oui, je vais venir, je vais vous rejoindre à Bourg parce que j'aime ce coin. » C'est vrai que je connais plutôt à bicyclette depuis pas mal d'années. Donc bonsoir à toutes et à tous. On se disait avec Marc Géliska qu'il y a encore 2 ans, il n'y aurait personne dans la salle. Enfin, s'il y aurait eu 20 personnes. Il y aurait eu 20 personnes sur le problème de l'énergie. Donc aujourd'hui, ça y est, c'est-à-dire que en même temps, il y a les bonnes et les mauvaises nouvelles. Marie l'a très bien dit, on est aujourd'hui sur un effet ciseau que nous connaissons, c'est-à-dire d'un côté l'énergie, avec le mot de rareté qui va être le mot de ce 21e siècle, et puis aussi l'effet ciseau avec le réchauffement climatique. Bon, il y aura toujours des gens qui vont nous dire oui, mais réchauffement avéré, être humain, etc. Moi, je suis passé à autre chose parce que je pense que maintenant le débat est un petit peu clos là-dessus, même s'il y a encore beaucoup d'incertitudes de la part des scientifiques. Mais globalement, les faits sont là, ça se réchauffe. Qu'est-ce que l'on va faire demain ? Donc l'énergie est un problème, on va dire, relativement récent pour les citoyens, un peu lambda que nous sommes. Alors, il y a aussi peut-être d'autres raisons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même 12 à 15 millions de personnes en France qui terminent leur fin de mois avec à 100 € près. Donc ça veut dire aussi que les termes de précarité énergétique commencent à aussi envahir notre vocabulaire. Donc ça touche directement notre portefeuille. Il y a bien sûr eu Fukushima qui a accéléré donc ce mouvement. L'environnement est complètement passé à la trappe. Hein. Là, aux élections présidentielles, ça n'intéresse absolument personne. Ça n'intéresse pas du tout les candidats. C'est un gros mot. En 2007, ça marchait très bien. En 2012, ça ne marche absolument pas. En revanche, l'énergie, elle, s'est invitée. C'est invité, donc on peut parler de transition énergétique, on peut parler éventuellement de sortie du nucléaire, enfin ça c'est vous qui pourrez nous lancer là-dessus. Petite chose quand même aussi en passant, c'est pas simplement ce soir pour ou contre le nucléaire, on élargit quand même aussi le débat. Hein. L'énergie, ce n'est pas évidemment que le nucléaire, ce n'est pas que l'électricité. Donc il y a tout ceci qui est sur la table. C'est une histoire qui a commencé il y a 500 000 ans, souvenez-vous, il y a 500 000 ans, et ben, vous étiez en train de domestiquer le feu pendant que nos amis arrivent. Ça a été notre première énergie. Puis après, il y a eu du bois. Puis après, il y a eu du charbon. Puis après, il y a eu, donc, à la fin du 19e siècle, les premiers coups de pioche aux États-Unis. On s'est rendu compte qu'il y avait une huile absolument délicieuse, qu'on va peut-être trouver, d'ailleurs, sur votre plateau du Rotor aussi, du pétrole. Vous avez une chance inouïe. J'ai regardé la carte, c'est bien, vous avez du gaz de schiste sous les pieds. C'est un futur Koweït, vous ne le savez même pas. Vous voyez, c'est quand même bien. Voilà, non, mais il faut le prendre avec humour, hein, tout ça, parce que sinon... Bon, et puis, on a été, dans notre pays, en tout cas, assez monoculturel en ce qui concerne l'énergie, c'est-à-dire qu'on s'est chauffé, bien évidemment, avec le bois. Au Moyen-Âge, je ne vois pas très bien comment on pouvait faire d'autre. Le bois, le charbon de bois, puis après, on a découvert le pétrole, qui est un truc assez génial, avec son corollaire, donc, qui s'appelle le réservoir. Et là, on met une quantité extrêmement importante d'énergie dans très peu de place, d'où le succès effectivement du pétrole. Et puis après, donc, on a eu un monsieur Becquerel qui a commencé donc à découvrir des tas de choses intéressantes, des Joliot-Curie aussi. Et donc là, après, ça a été donc l'avènement du nucléaire. Et chez nous, on est assez oui, monomaniaque sur cet aspect-là. Mais je le rappelle, aujourd'hui, on va dire en France, on a donc la partie électrique, c'est-à-dire 24% à peu près, et puis tout le reste.
eh ben, ce sont aujourd'hui quand même des énergies qui sont fossiles en grande partie. Donc on est à la croisée des chemins. Et c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est sur une fin de civilisation qui est complètement décadente, entre parenthèses, mais on est en train d'essayer d'inventer autre chose. Et c'est ce qu'on va essayer ce soir. Et donc il y a ce fameux scénario des négawatts qui nous intéresse bien. Alors les négawatts, bon, bah, ça on va voir tout de suite ce que c'est, mais on se doute bien que c'est des watts que l'on ne consomme pas. Lorsque vous avez par exemple un ministre qui vous dit, écoutez, bah, mon pays, actuellement, il y a une demande énergétique qui est extrêmement importante. Qu'est-ce que l'on peut faire? Bah, vous inquiétez pas, monsieur le ministre, voici les plans d'une nouvelle centrale à gaz, ou bien d'une nouvelle centrale nucléaire, ou d'une nouvelle centrale au charbon. Nos ingénieurs savent faire. C'est vrai que nos ingénieurs savent faire ça très très bien, aucun problème. Et puis, il y a des gens qui se sont dit, ouais, mais excusez-moi, mais je regarde votre pays là, et il y a des fuites partout. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de colmater ces fuites, et au lieu d'avoir, mettons, un nouveau réacteur de 1200 mégawatts, moi je vous propose de faire des économies à hauteur de 1200 mégawatts dans votre département. Ah, d'accord. Et ça va peut-être nous coûter moins cher, cette histoire-là. Ah bon. Et donc c'est ça qu'on est en train effectivement d'essayer d'élaborer. Alors Marc Judiska est le directeur d'Espul, donc il connaît très bien évidemment les lieux. C'est un des fondateurs donc de l'association Négawatt. Peut-être nous rappeler qui compose l'association Négawatt. Donc il y a des ingénieurs, on imagine en tout genre, qui n'ont pas eu envie de penser, de polluer en rond, aussi cela. Donc c'était un petit peu ça, quoi. Oui, alors l'origine de l'association, c'est 2003. Enfin 2001 précisément, c'est quand on a commencé à parler de facteur 4. Hein, on a démarré vraiment sur la question du changement climatique, et on est tous des gens de terrain. Donc moi je fais le même métier que Marie-Alexandre, mais dans le département d'à côté qui est celui du Rhône. Mais mes collègues de Négawatt sont dans divers. Alors ils travaillent tous dans le secteur de l'énergie plus ou moins directement, soit des parties techniques. Il y a aussi des gens, des juristes, des sociologues, etc. Et donc on s'est dit, on va mettre bout à bout ce qu'on sait faire nous, gens de terrain, pour voir si ce fameux facteur 4, on est capable de le faire. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Alors on va juste rappeler quand même un petit mot, parce qu'il y a des gens qui sont très au point sur le facteur 4, mais d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc, c'est divisé par 4 nos émissions de gaz à effet de serre, voilà. Donc réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique. Ça veut dire qu'avec ça, on peut avoir une température de climat qui ne dépassera pas 2 degrés, c'est à peu près le... Oui, enfin on a 80% de chances que ça dépasse pas, et encore non, maintenant 60% de chances que ça dépasse pas 2 degrés de plus en 2050, ce qui est un changement déjà très important. Notamment pour l'agriculture, pour tout l'environnement, c'est quelque chose qui est déjà significatif. L'idée, c'est de ne pas aller au-delà de ces 2 degrés. Si on arrive vers les 4 ou 6 degrés, là, c'est franchement quelque chose qui va être assez invivable. Alors, on va pas du tout être pessimiste. Simplement, ce que l'on voit effectivement partir actuellement, c'est que bon, on ne s'est pas du tout entendu à Durban, Copenhague non plus, etc. C'est très compliqué, hein. C'est pas simple. Hein. Effectivement, on a eu 500 ans de domination occidentale. On a pillé à peu près tous les pays, on en a profité très bien, et puis les autres veulent leur part de gâteau, et puis nous disent, attendez, vous êtes chauffés comment, vous, avec du charbon? Nous, on va faire pareil. Et il est évident que quand on est chinois aujourd'hui, on a à peu près 80% de son électricité qui émane d'une centrale à charbon. C'est l'énergie de demain, le charbon. Il va falloir s'y faire, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver effectivement... Alors en même temps, c'est l'énergie de demain pour les Chinois, et les Chinois sont aussi des gens qui investissent énormément dans les énergies renouvelables. Ils investissent aussi dans les centrales nucléaires. Sur les 61 centrales nucléaires actuellement en construction, il y en a 26 qui sont donc en Chine. Mais voilà, donc ils essayent d'élargir, on va dire, le champ des possibles. Alors ce facteur 4, donc oui, 2 degrés. Moi, ce que je vois de la prose à la fois du GIEC, de Météo France, etc., c'est qu'on n'est pas sur des scénarios actuellement où on est parti sur 2 degrés. Quoi. On peut avoir un scénario du pire. Bon, puis si c'est le meilleur, peut-être de 2,5, 3 degrés. En rappelant bien qu'une fois de plus que c'est pas 2 degrés de météo, hein, c'est pas 2 degrés de plus ou de demain que vous allez avoir dans l'Ain, Haute-Ville ou ailleurs. C'est pas ça. Hein, c'est vraiment 2 degrés de climat. Et là, ça change la donne. 5 degrés, si vous voulez, de moins. Souvenez-vous, il y a à peu près donc 100 000 ans, à la place d'avoir des touristes anglais dans le Périgord, vous aviez des mammouths. Bon, si du côté de Besançon aussi, donc il y avait des bisons, c'est qu'il y avait quelques raisons. Voilà. Donc c'était ça qui était la différence. Là, elle est dans l'autre sens. Et nous sommes donc devenus, on le sait les uns les autres, co-gestionnaires du climat. On est devenu une espèce de force géologique. Bon, on va faire avec. On va faire avec aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'il y a des tas de possibles qui vont être très intéressants. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va être obligé de donner vraiment un véritable coup de pied, parce que dans 20 ans, on n'aura même plus la même conférence ici, et qu'il y a des tas de possibles. Alors qu'est-ce que ça peut être les possibles ?
C'est ce qu'on a essayé de découvrir avec le scénario négawatt que je vais essayer d'expliquer, qui est une démarche avant toute chose. Donc on y va ? Bon. C'est aussi un livre dont il y a des questions. C'est surtout un travail collectif. Ça, j'insiste là-dessus. C'est donc un noyau dur de 25 personnes, entouré de à peu près 200 personnes qui sont sur une liste internet. C'était une des premières listes internet, d'ailleurs, je pense, il y a plus de 15 ans. On va aller vite. On a parlé alors, Denis a très bien parlé du climat. J'y reviendrai pas, mais c'est pas le seul enjeu. Il y en a quand même deux autres qui ont motivé notre démarche. Alors en bas là, ça c'est le climat. Ici, non, c'est là, voilà. Ici, c'est l'épuisement des ressources fossiles, notamment le pétrole, le gaz, et on peut dire aussi l'uranium, qui n'est pas fossile à proprement parler, mais c'est un minerai qui est en quantité limitée dans le sol. Et puis une troisième raison, c'est Fukushima. Alors ça, c'est pas au moment en 2003 qu'on pouvait le dire. Aujourd'hui, ça a remis sur le devant de la scène la question de risque nucléaire. Et donc, c'est trois bonnes raisons de s'intéresser aux questions d'énergie qui ont motivé notre démarche. Alors, une petite révision importante sur d'où vient l'énergie qu'on consomme. Ici, c'est les besoins de la consommation annuelle du monde entier, figuré en volume. Ça, c'est les réserves d'uranium du monde entier. Ça, c'est les réserves de charbon, ce qui a fait dire à Denis effectivement que le charbon risque d'être l'énergie de demain, et c'est bien un enjeu de faire en sorte que ça ne se soit pas. Et puis là, on a le pétrole et le gaz. Donc ça, c'est les réserves totales, cumulées de tout ce qu'il y a dans le sol de la Terre aujourd'hui connu. Alors on peut discuter des ordres de grandeur, l'ordre de grandeur est là, même si on peut discuter sur des détails. Ça, le jaune, ça, c'est l'énergie solaire qui arrive chaque année sur Terre. Je dis bien chaque année. Donc c'est 10 000 fois la consommation. Donc on a un élément tout à fait important, sachant qu'une partie de cette énergie solaire, en fait, a été stockée dans le gaz, le pétrole et le charbon, qui ne sont après tout que de la biomasse qui s'est, on va dire, décomposée dans les temps géologiques en quelques centaines de millions d'années. Et c'est une forme d'énergie solaire stockée et qui a justement ce caractère extrêmement précieux qu'on est en train de gaspiller en quelques décennies, alors que c'est un patrimoine de l'humanité qui ne se reconstruira pas à l'échelle humaine. Donc un premier élément de fond, on va dire. Le deuxième, c'est quand on parle d'énergie, en fait, personne n'a besoin d'énergie, pas plus moi que vous. On a besoin de se déplacer, on a besoin de s'éclairer, de se chauffer. C'est-à-dire des services que nous rend l'énergie. Voilà, des services énergétiques, et c'est ce qu'on appelle l'énergie utile. C'est celle qui va vraiment nous servir à quelque chose. Mais quand on appuie sur le bouton que ça marche et qu'on s'éclaire ou qu'on se chauffe, en fait, il y a une chaîne énergétique qui part là de la droite à la gauche, qui est vraiment importante d'avoir à l'esprit, parce que sinon on ne comprend pas ce qu'on fait. Et on parle d'énergie utile. Après ça, c'est au niveau du compteur, c'est l'énergie finale, c'est la pompe à essence, la station-service, le compteur de gaz ou d'électricité, c'est celle qu'on paye, donc elle est facile à repérer, donc ça s'appelle la finale. Et on remonte après, et c'est ce qu'on appelle l'énergie primaire, c'est celle qu'on va aller puiser dans l'environnement. Et donc c'est à ce niveau-là qu'on va mesurer l'impact environnemental, au sens large du terme, de nos consommations d'énergie, avec à chaque fois des pertes. Alors ça, c'est M. Carnot qui a découvert ça. C'est une loi, mais le Parlement ne peut pas la changer. C'est la thermodynamique. Et donc, il y a des lois de transmission, de transformation de l'énergie qui fait qu'entre l'énergie primaire et l'énergie utile, on a des pertes. Donc, on a une efficacité plus ou moins importante de notre système. Alors, voilà, ça, c'est aujourd'hui. Nous voilà aujourd'hui. Celui-là, on le voulait, on l'attendait, donc voilà. Il est joli, hein. Alors, on ne va pas l'étudier à fond, vous inquiétez pas. Il y en aura pour quelques heures. Néanmoins, il y a des choses importantes. Pour expliquer après comment fonctionne le scénario, c'est le même schéma qu'on a vu tout à l'heure entre énergie. Alors là, c'est la finale, on s'est arrêté à la finale, l'utile n'est pas figuré, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que nos besoins en énergie, on peut les classer en fait en seulement trois catégories, qui sont la chaleur, les besoins de chaleur. Ici, alors c'est à l'échelle de nos besoins, c'est en térawattheure. On a une unité unique qui est très simple à comprendre. C'est les kilowattheures de votre compteur, simplement, c'est des milliards de wattheures au lieu de milliers. C'est-à-dire qu'on a notre kilowattheure, les mégawattheures, les gigawattheures. Les gigawattheures et les térawattheures. D'accord. Alors l'unité officielle, c'est le joule, et on devrait parler en pétajoule. Mais bon. Mais on va, donc là, la chaleur, la mobilité ici. Donc mobilité, alors la chaleur, ça veut dire la chaleur des logements, ça veut dire l'eau chaude sanitaire, ça veut dire aussi tous les process industriels, c'est les besoins de chaleur à basse et haute température cumulées, tout ça. La mobilité, c'est le déplacement des personnes et des marchandises. Et puis, troisième usage, puisque c'est le mot consacré, c'est l'électricité spécifique. C'est ce qu'on sait faire qu'avec l'électricité, donc surtout pas le chauffage. Par contre, l'électroménager, l'informatique, l'éclairage, etc. Donc déjà, on voit tout de suite que quand en France, 90% du débat se passe sur le nucléaire, qui n'est que 20% du problème.
qui est ici. On voit bien qu'il y a deux autres usages qui sont tout aussi importants, qui sont beaucoup moins pris en considération dans le débat public. Alors là, c'est figuré, c'est chiffré, c'est très précis, mais donc on a ces trois usages, et puis à l'autre bout, on a un système énergétique donc, de production, avec le pétrole qui est là, le gaz, l'uranium, le charbon qui est on va dire, résiduel, et puis les énergies renouvelables ici, dont la plus connue, c'est la biomasse solide, le bois, et une qui nous a été donnée en héritage par nos grands-parents essentiellement, l'hydraulique, qu'on connaît aussi un peu dans nos régions. Et donc on voit, voilà, on ne va pas passer tout ça en revue, mais on voit bien que le gaz, il sert à chauffer, le pétrole, il sert surtout à faire rouler les voitures, etc. Et donc on a, pour l'électricité, cet uranium, donc, qui est pris dans la nature, qui est enrichi en fait, et qui va faire l'électricité pour une centaine de térawattheures, enfin, non, c'est 300 et quelques, on ne voit pas bien, c'est pas grave. Il y en a qui a des pertes. Hein, les panaches de fumée du budget sont dans ces pertes-là, pour 822 térawattheures. Et c'est important de noter que cette quantité d'énergie qui est perdue, qui chauffe les petits oiseaux et les rivières, elle correspond presque exactement à nos besoins de chaleur. Ça veut dire qu'on a un système énergétique qui est extrêmement peu efficace, puisqu'on a des pertes qui sont tout à fait énormes entre l'énergie primaire et l'énergie finale. C'est-à-dire qu'on a un rendement de 30% à peu près. C'est encore M. Carnot qui a frappé, Oui, c'est-à-dire que nos centrales nucléaires ne dépassent pas 33-35%. Pour l'EPR, on nous annonce des rendements un peu supérieurs, mais qui sont du même ordre de grandeur. Et donc voilà, on a ce phénomène-là qui est... Alors, on aurait pu imaginer la récupérer, cette chaleur, on aurait pu faire ce qu'on appelle la cogénération. Devinez pourquoi c'est pas possible, parce qu'il aurait fallu mettre les centrales au milieu des villes, puisque c'est là qu'on a besoin de chaleur, essentiellement, et que donc ça, personne ne l'a encore proposé. Les gens sont contrariés si on leur propose ça. Ils manquent un peu d'ouverture, peut-être, je sais pas. Donc ça, c'est on est tous là-dedans. C'est notre système énergétique d'aujourd'hui, quasiment complet, avec des tuyaux dans tous les sens. On ne va pas s'étendre là, on va aller voir comment on peut travailler dessus. Alors, un scénario, c'est quoi ? Un scénario énergétique, c'est pas une boule de cristal, c'est pas une prévision de l'avenir, c'est d'essayer de décrire une vision à long terme et les moyens d'aller vers cette vision-là. Donc c'est surtout un outil d'aide à la décision. C'est de dire si on continue comme on a parti, ça va mal se passer, on le sait tous. Donc c'est essayer de construire. Non, parce qu'actuellement, vous demandez une majorité d'élus en France, de droite comme de gauche, ils vous disent pas ça du tout. Donc nous, on est peut-être un peu persuadés de ça, mais... oui, c'est vrai que au niveau des décideurs, c'est pas le cas. Donc, oui, alors c'est assez vrai le débat. On y reviendra après. Oui, on y reviendra, mais en tout cas, le scénario, ça s'adresse bien aux décideurs, c'est bien eux qui sont visés, et à travers eux, la population, tout un chacun, puisque tout le monde est consommateur d'énergie, tout le monde a besoin d'énergie pour répondre à ses besoins de services. Et donc le scénario, ça va être comment agir là-dessus. Alors la méthodologie qu'on a utilisée, elle est un peu connue maintenant, on s'est un peu gratté la tête il y a une dizaine d'années, et on a surtout souhaité partir dans le bon sens. C'est-à-dire que le bon sens, c'est l'énergie, ça sert à quoi ? À répondre à des besoins. Quels sont ces besoins-là ? Et donc réfléchir déjà, avant de parler de quoi que ce soit d'autre, à nos besoins. Donc ce qu'on a appelé la sobriété. Et donc la sobriété, c'est, pour faire très vite, tout ce qui coûte rien et qui permet de réduire les besoins de services énergétiques. C'est mettre un pull quand on a froid quand on a un peu froid au lieu d'allumer le chauffage. C'est avoir une maison qui est à peu près à la taille des besoins et pas de pièces inutilement chauffées. Ça va être des actions, on va dire. Alors ça vaut beaucoup au niveau individuel, à la maison, au travail. Ça vaut aussi dans les organisations collectives. Ça vaut par exemple le choix dans une commune de mettre les zones résidentielles et de travail pas trop loin les unes des autres pour que les gens n'aient pas besoin de se transporter. Ça fait partie de la sobriété. Donc c'est une notion, on va dire, assez floue, mais on revendique parfaitement ce côté-là parce que c'est quelque chose qui pose question. Qu'est-ce que la sobriété en soi ? C'est une question intéressante. Je ne veux pas m'étendre, mais vous pouvez essayer chez vous ou au travail. Vous verrez que c'est intéressant, surtout quand on la compare, enfin on la confronte à la deuxième notion qui est l'efficacité, qui est aussi une manière, alors pas de réduire les besoins, mais de réduire le besoin d'énergie pour répondre aux besoins de services, qui est plutôt là le domaine des ingénieurs.
c'est là qu'on va isoler les maisons, c'est là qu'on va améliorer le rendement des moteurs de voiture, qu'on va passer en vitesse variable pour les moteurs électriques, etc. Et donc 2 étapes alors, qui sont successives. C'est-à-dire par exemple une voiture qui consommait 10 litres il y a 20 ans, maintenant elle consomme 5. Voilà. Un grille-pain, c'est pas là que vous avez le maximum d'énergie, hein, de toute façon, parce que vous l'utilisez, à mon avis, pas complètement à jet continu, mais enfin bon, il va consommer moitié moins. Donc ça relève de l'efficacité énergétique. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc les deux se conjuguent pour faire diminuer la demande d'énergie. Et donc on va, alors ça veut dire on diminue pas le confort, on diminue pas, on n'atteint pas nécessairement le mode de vie, mais voilà, on a réduit notre demande d'énergie par des actions de sobriété et d'efficacité. C'est-à-dire qu'en gros, on évite de gaspiller, quoi. Bah oui, c'est la chasse au gaspillage, mais un petit peu. Alors, c'est nous qui avons vraiment pas inventé, mais en tout cas poussé la notion de sobriété et différencier de l'efficacité, quelque chose qui ne se faisait pas avant. Et même maintenant, c'est assez original parce que même à l'étranger, on nous vient nous interroger sur cette question-là, parce que là, ce niveau-là, c'est vraiment le domaine de la citoyenneté au sens très large du terme, de s'interroger sur quels sont mes vrais besoins et mes besoins superflus. On verra tout à l'heure qu'on illustre ça de manière un peu plus précise. Et puis, troisième étape, une fois qu'on a réduit les besoins, on va seulement maintenant s'interroger sur la production, puisqu'il y a quand même besoin d'une production d'énergie. La consommation, on peut la réduire autant qu'on veut, elle n'est pas à zéro, parce que qui dit vie dit consommation d'énergie. Et donc on va privilégier les filières de production qui sont les moins impactantes sur l'environnement et qui sont les plus durables dans le temps, comme on l'a vu tout à l'heure, donc les énergies renouvelables dans leur ensemble. Et donc qui sont des énergies de flux et pas de stock. Donc le soleil, il est là depuis 4,5 milliards d'années. Il est encore là pour à peu près autant de temps. Donc on n'a pas le problème de la ressource, elle sera toujours là. Et d'ailleurs, le soleil est c'est la seule origine de l'augmentation des matières sur la Terre. C'est via la photosynthèse notamment. Donc s'il y a eu un culte du soleil dans l'humanité, c'est probablement pas tout à fait par hasard. Donc voilà la fameuse démarche Négawatt qui est à la base de la méthode qu'on va appliquer pour faire évoluer notre système énergétique. Alors, voilà les besoins. Alors, ça, c'est pas normatif. On ne dit pas, nous, quoi rentre dans quelle case. Mais on s'interroger sur les besoins, ça veut dire aller savoir ce qui est vital jusqu'à ce qui est nuisible. Donc, avec une échelle, on va dire, qui ressemble à l'étiquette énergie que maintenant on commence à connaître. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ça doit être un débat social. Oui. C'est-à-dire c'est aux gens, encore une fois à la maison, au boulot, dans les associations, au moment des élections, on doit discuter de ça et classer les besoins entre ceux auxquels il faut absolument répondre et ceux qui sont alors futiles, extravagants, etc. Parce que derrière ça, il va falloir faire des choix. On ne peut pas tout faire, on ne peut plus tout faire. Il y a des actions. Moi, quand je vois des quads se prendre autour chez moi tout le week-end pour faire vroom vroom en brûlant du pétrole, je supporte plus ça. Je pense que c'est pas un problème de bruit, c'est un problème de gaspillage d'un matériau qui est extrêmement précieux pour faire quelque chose qui, à mon avis, on peut s'amuser beaucoup de bien d'autres manières. Voilà. En tout cas, ça c'est mon opinion personnelle et je l'assume. En tout cas, voilà le type de débat qu'il faut qu'il y ait dans la société. Alors, une fois qu'on a fait ça, un scénario, ça c'était la démarche. Maintenant, le scénario, c'est quoi? Alors, un scénario, c'est un gros tableur Excel, on va dire, avec quelques millions de cellules qui sont renseignées. Et on va partir, comme tout à l'heure, on va partir des services énergétiques ici, qu'on a classés entre chaleur, mobilité et électricité. Et puis, on va regarder entre le secteur résidentiel, tertiaire, transport, industrie, agriculture, donc les grands secteurs économiques assez classiques. Et donc, on va voir aujourd'hui ce qu'on consomme, ce qu'on a besoin pour ces différents services. Et c'est là qu'on va injecter, nous, ce qu'on connaît en tant qu'acteur de terrain, de ce qu'on peut faire en sobriété et en efficacité. On a chiffré qu'est-ce qu'on peut gagner en terawattheure, en kilowattheure, sur tel usage, dans tel secteur. Donc c'est un travail de bénédictin, j'allais dire, mais qui est sujet de discussion, qui est quelque chose qui n'est pas figé, qui évolue en permanence. On a quand même arrêté les comptes un moment pour sortir un scénario. Et donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on remonte la chaîne qu'on a vue tout à l'heure, via les vecteurs. Donc il y a aussi toute une interrogation sur quel vecteur pour quel usage. Alors ce qu'on appelle un vecteur énergétique, c'est l'électricité, par exemple, le gaz, le carburant, le bois, tout ça, ce sont des vecteurs, c'est-à-dire que ce sont des objets, des liquides solides ou des gaz qui contiennent de l'énergie et qui vont aller d'une transformation à une autre, qui vont se situer entre l'énergie primaire et l'énergie utile en bout de course. Donc on a modélisé tout ça, et on remonte encore à notre fameuse énergie primaire, où là on a les sources primaires, celles qu'on trouve dans la nature.
pour satisfaire ses besoins. Et donc c'est là qu'on va travailler sur le potentiel de développement des énergies renouvelables, donc ENR, c'est énergie renouvelable, avec, abandon du nucléaire, c'est pas un scénario de sortie du nucléaire, c'est en négawatts, c'est un scénario, je l'ai dit tout à l'heure, qui a commencé à travailler sur le facteur 4, et en fait, on se rend compte, quand on va au fond des choses, qu'on n'a pas besoin du nucléaire pour résoudre les questions de gaz à effet de serre, de changement climatique, à terme. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer tout de suite, ça veut dire qu'on peut s'en passer, et franchement, c'est beaucoup d'emmerde pour un résultat qui n'est pas nécessairement très évident, quand on sait que les Français, en émissions de gaz à effet de serre, ils ne sont pas meilleurs que les pays européens, que des pays européens qui n'ont pas du tout de nucléaire. Pourtant, l'argument que l'on connaît donc habituellement, c'est on va vous dire que le kilowattheure donc nucléaire, c'est en gros 70 grammes, on va dire, de CO2. Alors, c'est aussi 500 ou 600 grammes dès qu'on a des heures de pointe. Parce que là, évidemment, c'est autre chose. Là, il faut faire appel aussi à d'autres formes d'énergie. Mais c'est l'argument numéro 1 en disant, écoutez, nous, on est très écologistes parce qu'on envoie très peu de gaz à effet de serre, quoi. Donc, alors, il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait que la notion de développement durable, de développement soutenable, n'est pas compatible avec le fait de laisser des déchets pour des dizaines de milliers d'années, voire des millions d'années à nos descendants. Ça ne peut pas être du développement durable, pas plus que les émissions de gaz à effet de serre. En France, on a c'est pas une tradition parce que c'est relativement récent, mais on parle beaucoup de carbone. On ne parle pas de Becquerel et on ne parle pas de déchets nucléaires. On ne parle pas d'assurance non plus quand on parle de coûts. Hein, les centrales françaises ne sont pas assurées, alors qu'un accident majeur type Fukushima, ça coûte 200-300 milliards d'euros. On le sait aujourd'hui, puisqu'on a malheureusement expérimenté la chose. Et donc, voilà. En tout cas, pour nous, il y a une hiérarchisation, on verra dans le transparent suivant, des solutions qui fait que le nucléaire n'est pas une bonne solution, pas plus d'ailleurs que la capture et séquestration de carbone. J'y reviendrai parce que c'est en fait la séquestration qui n'est pas bonne, la capture peut être intéressante. Donc, en tout cas, on a ce potentiel ENR qui monte, l'abandon du nucléaire dans des conditions que j'expliquerai tout à l'heure, et dans le scénario, dans le modèle, l'ajustement entre les deux, parce qu'il faut quand même fournir l'énergie nécessaire à nos consommations, eh bien, ce sont les fossiles qui ajustent. Donc, on va, notamment le gaz, qui va venir ajuster l'ensemble. Et donc, on applique cette démarche-là, donc est appliquée à l'ensemble du schéma qu'on a vu tout à l'heure, à travers le scénario négawatt. Alors, voilà, tous les mots sont importants. C'est la transition. Transition, ça veut dire que c'est un mouvement lent, c'est pas des ruptures, c'est pas des choses qui vont... Alors, il faut prendre des décisions rapidement, notamment en termes de changement climatique. On sait que la mandature qui va s'ouvrir avec les élections présidentielles en France, c'est dans cette mandature-là que les décisions majeures doivent être prises. Ça ne veut pas dire qu'on va, par exemple, sur un sujet comme qui nous est cher, qui est consensuel, l'isolation des bâtiments existants, on sait qu'il va, en 2050, si on veut réussir les 2 degrés, il faut que tous les bâtiments français, d'ailleurs pas que français, mais on va dire dans le monde entier, soient correctement isolés, à des niveaux d'isolation qui sont très performants, et que si on veut le faire, y arriver en 2050, on est en 2012, il faut s'y mettre tout de suite, et ça veut dire 1 million d'équivalents logements à isoler par an. 750 000 logements, plus 250 000 dans les bureaux. Donc ça veut dire qu'il y a une décision politique majeure à prendre, notamment, de notre point de vue, il faut imposer, il faut programmer ça sur 40 ans, mais il faut l'imposer. Il faut vraiment aller de l'avant là-dessus. Et si ce n'est pas décidé dans les 5 ans qui viennent, on restera vivant. Mais ça va être plus on tardera à décider ce genre de choses, plus ce sera compliqué, plus ça coûtera cher, et plus on a de chances que ça ne suffise pas pour résoudre le problème. Et là, on a quand même effectivement un espoir, parce que d'un point de vue gauche ou droite, ils sont à peu près d'accord. Bon, évidemment, les Verts, mais sont quand même d'accord sur ce thème-là, on le voit. Ça aurait été un des bienfaits du Grenelle. Nous, on ne fait pas partie des gens, si vous voulez, qui jetons le bébé et l'eau du bain avec. Ça a été merveilleusement détricoté, évidemment, par l'Assemblée nationale et le Sénat, on le sait bien, mais n'empêche qu'il y a une dynamique qui a existé, et celle qu'on a le plus bénéficié, ça a été le logement. Bon, parce que là, dans notre grande série, quand le bâtiment va, tout va, donc on a bien compris que ce soit effectivement les grosses entreprises, le milieu industriel, les associations, etc. Donc tout le monde a compris cela. Donc là-dessus, on est plutôt on va dire, dans un espoir, parce que ça peut créer de l'emploi, enfin ça va créer de l'emploi. Ça existe déjà en Autriche, c'est pas évidemment le même nombre d'habitants, ça existe déjà aussi en Allemagne, et on le voit donc à l'extérieur. À partir du moment où on va mettre un pullover donc intelligent sur une
maison, ce sera évidemment des calories qu'on n'aura pas besoin de mettre à l'intérieur. Alors c'est tout à fait vrai. Alors le Grenelle Négawatt y a participé en tant que tel. Et par exemple, la RT 2012, donc la réglementation thermique, nouvelle réglementation sur le bâtiment, est en grande partie issue des propositions et des suggestions de Négawatt. Par contre, alors ça sur le neuf, elle s'applique uniquement sur le bâtiment neuf. On va dire qu'il y a eu de réelles avancées, même si c'est pas l'idéal de ce qu'on aurait pu imaginer. Sur la rénovation. Par contre, sur la rénovation, ça a été beaucoup de paroles et pas de décisions, parce qu'il y a une trouille, on va dire, pour faire vite, de prendre des décisions de type imposé. On nous impose de repeindre nos façades tous les 10 ans, on nous impose de changer les ascenseurs et tout ça, mais on n'a pas été capable, quand je dis on, c'est un on collectif de l'ensemble des décideurs français, d'imposer à terme la rénovation de l'existant, qui est un sujet majeur. Voilà. Et donc, alors, hiérarchie des solutions, j'en ai parlé. Le reste technologique, on ne s'autorise pas dans ces négawatts de rupture, ce qu'on appelle les ruptures. On est très méfiant avec ce mot-là, rupture technologique, parce que c'est le meilleur moyen de dire on va attendre, on va faire de la recherche, et puis on va trouver des solutions. C'est à peu près ce qu'on a fait sur le nucléaire. C'est-à-dire qu'on s'est lancé dans une filière qui quand même pose un certain nombre de problèmes. On ne sait pas démanteler une centrale nucléaire, on ne sait pas quoi faire des déchets. Il n'y a pas beaucoup d'industries qui se sont permis ça, et donc il ne faut pas le refaire à chaque fois en disant on va d'abord faire, en tout cas on va chercher, il faut chercher d'abord, et puis voilà. Alors sur les ruptures technologiques, nous les technologies qu'on utilise, c'est des technologies dont on sait qu'elles existent aujourd'hui de manière commerciale, industrielle, ou qu'elles le seront accessibles dans les 4-5 ans qui viennent. Je vous le répète, on est des gens de terrain, donc il n'y a pas par exemple, l'hydrogène, on s'en sert, mais pas de la manière de M. Rifkin, qui a été passé en France récemment et qui parle de la société d'hydrogène. C'est une vision qu'on ne partage pas. De même que les satellites pleins de panneaux photovoltaïques, on n'y croit pas, etc. En revanche, vous partagez la décentralisation. Absolument, et j'y viendrai. Ce sera même un sujet essentiel. Alors, bon, dans le manifeste Négawatt, il y a des mesures, hein, parce qu'on a fait un scénario, je ne vais pas m'étendre dessus, mais on a réfléchi à comment engager cette transition à travers des mesures. Alors celles-là sont des mesures de type organisation territoriale, et justement, la gouvernance territoriale de l'énergie est tout à fait importante. On verra pourquoi. Je ne vais pas m'étendre, il n'y a pas le temps de parler de tout ça en détail, à travers vos questions tout à l'heure. Alors, ce scénario, on va d'abord... Pour le mettre en œuvre, on va agir sur la demande. La demande, c'est les besoins. On est toujours dans la démarche Négawatt. Rapidement, dans le secteur du bâtiment, on en a parlé, il y a un enjeu essentiel, c'est la rénovation à la Négawatt, on va dire. Donc aujourd'hui, on est là, 400 kWh, enfin 350 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, qu'on va diminuer grâce à l'isolation des bâtiments, ça c'est sur l'existant. Sur le neuf, aujourd'hui, on en est là, ce qu'on appelle le BBC, c'est la RT 2012, elle est là. Vous voyez qu'il y a quand même un pas assez important qui a été fait, grâce au Grenelle, il faut vraiment le dire. L'étape suivante, alors c'est les Allemands qui sont déjà dedans, c'est le passif. Alors ça paraît rien du tout, mais c'est un changement, alors là, par contre, pas une rupture technologique, mais un changement de conception des bâtiments. Il n'y a plus de système de chauffage dans un bâtiment passif, hein, il n'y a plus de radiateur, on se chauffe autrement. Et puis, alors, par contre, en France, ça c'est programme énergie positive, c'est pour 2020. Et alors pourquoi c'est pas équilibré? Parce que pour l'instant, on ne tient pas compte de quelque chose qui va prendre de l'importance dans le bâtiment, c'est ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qui a servi à la construction du bâtiment, à fabriquer les matériaux. Donc on voit que quand on était là, c'était relativement négligeable. Quand on arrive à des bâtiments de type basse consommation ou passif, si on fait du béton, de la brique qui consomme beaucoup d'énergie, on va consommer des dizaines d'années de ce que le bâtiment va consommer en usage. Donc l'étape suivante, qui aujourd'hui n'est pas du tout réglée en France, ça commence à en parler seulement, c'est de prendre en compte l'énergie grise et donc d'arriver à une vraie énergie positive qui est celui du neuf dans l'objectif 2050 pour Négawatt. Donc un secteur tout à fait considérable, c'est 40% des consommations d'énergie, c'est dans le bâtiment, avec des usages chauffage, eau chaude sanitaire et électricité spécifique. Globalement, le bâtiment en France, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est effectivement plus de 40% de la consommation d'énergie. Voilà. Donc avec, dans le bâtiment, un développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, sans rentrer dans le détail, mais on est à des consommations, on est à 650 TWh, tout compris, de consommation dans les bâtiments, résidentiels et tertiaires, etc., dont une toute petite partie d'énergie renouvelable. En 2050, on a divisé par plus que 2,5 quasiment les besoins de consommation, et on a 90% quasiment d'énergie renouvelable pour satisfaire ces besoins en chaleur et en électricité notamment. Alors un petit focus justement sur l'électricité qu'on oublie souvent, parce que quand on est sur des bâtiments très consommateurs,
finalement, c'est pas grand-chose, mais c'est pareil, quand on descend les consommations pour la chaleur et l'eau chaude sanitaire, on se rend compte que l'électricité devient importante, voire très importante dans certains cas. Donc il y a eu un travail qui a été fait vraiment dans le détail. Il y a 20 usages de l'électricité dans le résidentiel qui ont été explorés. Alors là, on est rentré dans le détail de la machine à laver aujourd'hui, combien elle consomme, etc. Le fer à repasser, combien de fois on se sert du fer à repasser par semaine. Donc des choses assez documentées qui permettent de diviser par deux la consommation électrique. Alors l'électricité, c'est contrairement aux autres énergies, on va se servir de plus en plus d'électricité. Il y a 10 ans, on n'avait pas de livebox. Il y a 15 ans, on n'avait pas d'ordinateur à la maison. Et donc, on a tenu compte de ça, évidemment. On ne baisse pas les services énergétiques de l'électricité. Au contraire, simplement, on travaille beaucoup sur l'efficacité, ce qui nous permet, on a même une case diverse, on va dire. On a réservé une partie de consommation d'électricité dans le futur pour des usages qu'on ne connaît pas aujourd'hui, de façon à prendre en compte les évolutions technologiques qui ne manqueront pas d'arriver. Bon, pareil dans les bureaux, donc un travail, on va dire, dans la dentelle pour chiffrer tout ça. Mais est-ce que, en fait, globalement, le gain que l'on va avoir grâce à l'efficacité énergétique, est-ce qu'il n'est pas après bouffé par ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire lorsque vous avez un appareil qui va consommer moins, on sait qu'on regarde dans le comportement des gens, où là il y a beaucoup de psychologie, mais peu importe, les gens vont l'utiliser davantage. Maintenant, dans toutes les familles, si vous avez 2 enfants, vous avez 4 ordinateurs. Bon, enfin, pas partout, hein, parce que ça a quand même un prix. Mais enfin, globalement, c'est ça. Est-ce qu'en fait, ce que l'on gagne d'un côté, on ne le perd pas de l'autre? C'est un vrai risque, hein, ce qu'on appelle l'effet rebond est un vrai risque. Alors, par exemple, justement sur le sujet de l'ordinateur, nous, on pense qu'il n'y aura pas chacun son ordinateur. Il y aura une unité centrale, on va dire, intelligente, qui aura toutes les fonctions de calcul, etc. Mais chacun aura un terminal un peu plus bête, on va dire, mais qui consommera beaucoup moins d'énergie parce qu'il n'y aura pas besoin d'avoir de microprocesseur. Il y aura une unité centrale pour toute la maison, aussi bien les smartphones que les ordinateurs, que les télévisions, etc. Ce sera un seul appareil, en fait. On fusionne les fonctions télécom, les fonctions informatiques, etc. Voilà. Donc, sans rentrer dans le détail, mais on a tenu compte de ce genre de sujet. Alors voilà le deuxième gros enjeu, la mobilité. Qui est l'autre 40% de nos consommations, quand on comprend les deux. Alors là, on va parler des mobilités des personnes. En fait, le nombre de kilomètres parcourus par an diminue pas énormément. C'est de l'ordre de 15 à 20% en 40 ans, ce qui n'est pas énorme. Et surtout, on élimine surtout les déplacements inutiles, notamment grâce à un urbanisme intelligent, hein, parce que autant l'urbanisme, si on décide de plan d'urbanisme intelligent, l'année prochaine, ça ne se verra pas. À 40 ans ou 50 ans, on commence à avoir des effets et donc on a effectivement tout un tas de mobilités idiotes, on va dire, qu'on a supprimées. Mais globalement, on continue à se déplacer, on ne reste pas tout le temps à la maison. Par contre, la manière dont on se déplace a beaucoup changé. Là, ça paraît rien, mais c'est le déplacement individuel, c'est la marche à pied, le vélo, les rollers, etc. Donc quelque chose qui est important. Les transports collectifs, évidemment, qui ont beaucoup progressé. L'avion, lui, qui a beaucoup diminué. Il n'y a plus d'avions dans le 100 négawatts à moins de 800 km, il est hors de question de prendre l'avion. Et donc, par contre, on a toujours de la mobilité en voiture. On ne pense pas, et pour des raisons d'infrastructure, de coûts, enfin, il y a beaucoup de raisons, qu'on va pouvoir réduire énormément les déplacements en voiture, notamment en interurbain. À l'intérieur des villes, il n'y a plus de voitures à moteur à explosion, il n'y a plus que des véhicules électriques. Par contre, en interurbain, il y a encore des voitures, simplement, elles ne roulent plus au pétrole, elles roulent au gaz, et au gaz renouvelable. J'y viendrai tout à l'heure. Et c'est une des nouveautés, entre guillemets, du 100 négawatts, c'est qu'on a pris en compte ce qu'on n'avait pas fait du tout en 2003, le vecteur gaz, qui est un vecteur tout à fait intéressant pour la transition énergétique. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Alors aujourd'hui, juste un petit rappel, ça c'est les chiffres de l'ADEME, 25% des trajets se font en voiture sur moins de 2 km et 10% sur moins de 1 km. Bon, alors il va y avoir un arbitre de toute façon qui est quand même le prix de l'essence. Les 2 €, on va les voir très rapidement. Ce qui pose un vrai problème de précarité derrière. Ça aussi, on pourra bien sûr en parler. Étude de l'ADEME dans votre département, dans le département de l'Ain. Précarité énergétique de à peu près de 70% des gens lorsque le coût de l'essence sera à 2 € le litre. Dans le département de l'Ain, ils ont fait un truc test. Donc voilà. Donc moi je crains que ce soit effectivement de force et pas forcément de gré qu'on va évoluer. Mais le fait est que quand même, alors je ne parle pas des personnes qui sont âgées ou qui ont un handicap et qui prennent la voiture parce qu'elles sont obligées de faire 500 mètres avec, bien évidemment. Hein, je ne parle pas de ces personnes-là. Mais on est assis. Il faut bien comprendre que de toute façon déjà aujourd'hui, et ce que dit aussi très bien Marc, même sans changer notre bonheur personnel, notre confort simplement personnel, le bonheur c'est
une histoire individuelle. Notre confort personnel, on est assis à peu près sur 20 à 25% d'économie d'énergie, sans changer, mais vraiment pas grand-chose, quoi. Pas grand-chose. Oui, fais venir, j'ai positif, on fera la pub après. Donc on agit, par exemple, le taux de remplissage des voitures, c'est tout bête, ça s'appelle le covoiturage. Ben, c'est un effet absolument important si on le favorise, si on le généralise, on va dire d'une certaine manière. Alors voilà ce que ça donne en térawattheure. Donc aujourd'hui, la tendance, elle est à l'augmentation. Le résultat, alors la consommation d'énergie pour les déplacements de personnes, tout compris, elle va évidemment baisser, donc être divisée par pratiquement 2. Avec seulement 15% de kilomètres en moins, grâce à des actions de sobriété et d'efficacité, évidemment. Et en termes de production d'énergie, pour ça, eh bien, on a le pétrole qui va petit à petit plonger, disparaître, l'électricité qui va augmenter, mais pas tant que ça, parce qu'on la réserve à la ville, pour des raisons d'infrastructure, pour des raisons de matières premières, pour des raisons de gestion du réseau. Donc oui, aux véhicules électriques, mais seulement en ville. Par contre, à la campagne, on va dire, et en interurbain, on a la montée en puissance de ce fameux gaz renouvelable dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous allez me dire, mais comment on fait pour faire, là ça va comme ça, d'un coup on baisse comme ça? Ben, c'est tout bête. Le début, là, les tout premiers, c'est la baisse de 10 km/h de la vitesse maximale sur route et de 20 km/h sur autoroute. Ça, on le mesure dans notre fameux tableur. C'est extrêmement important en termes de baisse des consommations et ça coûte pas grand chose, c'est typiquement une mesure de sobriété, ça coûte le prix de la décision, des panneaux, des radars. Voilà. Et donc on va dire que ça c'est pas une mesure qui est très nouvelle, hein. Ça fait des années qu'il y a des gens qui disent il faut baisser la vitesse maximale et on voit là, on mesure concrètement que c'est un effet tout à fait important. Je dis pas que c'est une mesure populaire nécessairement, non, c'est pas mais il faut populaire. savoir ce qu'on veut. Et ça paraît, enfin voilà, ça paraît être quelque chose de. C'est 120 km/h en Espagne sur les autoroutes. Bon, en Allemagne, en revanche, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà. Donc, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça c'est une décision politique. Hein. Donc, nous attendons les élus, mais je pense que ça viendra. Ça viendra. On commence à voir quand même des tronçons. Enfin voilà. Ouais. Après, Mais ça viendra aussi pourquoi? Parce qu'en fait, nos chers jeunes qui ont une vingtaine d'années, là, il faut vraiment s'adresser à eux parce que c'est vraiment leur scénario. Nous, une partie de notre vie, de notre carrière est faite, donc on est là effectivement pour les accompagner. Mais non plus du tout la voiture individuelle comme étant un objet, si vous voulez, de reconnaissance sociale. Eux, ce qu'il leur faut, c'est leur doudou, c'est-à-dire un iPhone. Ils meurent s'ils n'ont pas ça. On est bien d'accord. Donc voilà. Donc ça s'appelle un doudou. Donc voilà. Et eux, ils sont passés à cela. C'est ça. Mais c'est plus la bagnole. Ils s'en foutent de la voiture. Enfin, ils s'en foutent. Entendons-nous. Lorsqu'on est en ruralité, qu'on habite le plateau du Rotor, etc. Bien sûr qu'il faut une voiture. Là-dessus, on n'est pas fou. Mais les représentations changent. Et c'est pour ça aussi que nos chers industriels de l'automobile, mais dans le monde entier, sont pas bien avec ça. Parce qu'ils nous vendent plus du tout la même chose. On vend plus du rêve avec une voiture. Alors si, pour les hauts de gamme. Je fustige pas les gens qui aiment la voiture. Hein, c'est pas ça du tout le problème. On n'est pas là pour dire il y en a qui ont raison, il y en a qui ont tort. Non, c'est pas ça. Mais ça, ce sont vraiment des tendances de fond qui sont extrêmement lourdes. Et en plus, les gens comprennent qu'ils peuvent aussi garder leur voiture et l'entretenir et non pas la changer tous les 5 ans. Ce qui pose aussi un problème après au niveau emploi avec Renault et PSA d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, donc c'est en train de bouger tout ça. Voilà, donc sur la mobilité, alors c'est à peu près la même chose sur le transport des marchandises, je ne veux pas m'étendre, on a le même type de démarche et de phénomène. Alors dans le manifeste, il y a donc pas mal de mesures sur ces aspects, donc gestion de la demande, baisse des besoins de consommation. On va passer rapidement pour aller à l'essentiel après. Alors on a aussi exploré beaucoup l'industrie, qu'on n'avait pas fait dans le CIO 2003, avec une volonté qu'on essaye de chiffrer et de donner les moyens de relocalisation de l'industrie, la production industrielle, notamment par exemple dans le bâtiment. Ça veut dire produire des écomatériaux. Ce qu'on appelle des écomatériaux, c'est à construire en bois, avoir des isolants végétaux, donc aussi, enfin ça va voir aussi, on verra tout à l'heure avec l'agriculture, mais en tout cas des productions, plutôt que d'acheter du coton au Mali, qui n'a pas d'eau, et ça pose d'énormes problèmes là-bas, eh bien recultiver du chanvre ou du lin, comme on le faisait avant, pour s'habiller, et ça marchait très bien. Enfin moi, dans ma petite région autour de Tarare, c'était du textile, et il y avait du chanvre partout, il y a quelques siècles, enfin ça s'est arrêté au milieu du 19e. Donc, mais avec un effet paradoxal, c'est que la relocalisation, en fait aujourd'hui, on a une grande partie de nos émissions de gaz à effet de serre indirectes, bon, celles qui sont dans nos iPhones, nos ordinateurs,
qui ne sont pas comptés en France, qui sont comptés les Chinois ou autres. Hein. Et ça, c'est un énorme problème. C'est selon les sources et selon les analyses, entre 20 et 40% qu'il faudrait, enfin 20 et 30 qu'il faudrait rajouter à nos émissions. Ça veut ce que l'on dit, par exemple, qu'un Français émet 6 à 7 tonnes, on va dire, de CO2, enfin d'équivalent CO2 par an. La réalité, c'est qu'en fait, c'est plutôt 9 ou 10. Voilà. Et donc le fait de relocaliser, en tout cas dans le système de comptabilité du carbone actuel, on se plombe, on se tire une balle dans le pied et on va augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. Mais coup de bol, si je peux dire, grâce au négawatt, on va pouvoir diminuer. Alors on a bien tenu compte de cet effet, un effet rebond à l'envers, on va dire, et on a chiffré la sobriété, etc., l'efficacité. Alors on insiste beaucoup sur la réparabilité, sur la recyclabilité, sur la mutualisation des usages, enfin tout un tas de choses comme ça qui font qu'on a une courbe en fait qui diminue pratiquement par 2 les consommations d'énergie du secteur industriel, tout en produisant plus de biens, enfin en tout cas et des biens surtout qui servent à la transition énergétique. Bon, j'ai parlé du bâtiment ou des textiles, mais tous les secteurs peuvent être touchés. Donc, notamment le recyclage, quelque chose de très important parce qu'on parle beaucoup d'énergie, on parle beaucoup de ressources naturelles, mais on oublie souvent aussi que les matières premières, les métaux notamment, sont en quantité limitée, même ceux qui nous paraissent les plus abondants. Le cuivre, il y en a pour 40 ans à peu près, pas plus. Ouais, tout à fait. Voilà, et donc avec aussi une transformation de l'usage de l'énergie dans le secteur industriel. Ça, c'est documenté, c'est précis, mais je ne vais pas m'étendre. Donc maintenant, on a diminué notre demande. Alors, il y a d'autres secteurs, hein, mais j'ai fait les principaux. On a diminué la demande. Maintenant, il va falloir produire. Et comment on produit, c'est le deuxième volet, donc le troisième volet de la démarche. Alors ce schéma-là, il est un peu compliqué, mais on va essayer de le montrer. Ça, c'est la baisse de la demande, donc nos efforts de sobriété, d'efficacité, alors globalement tous usages confondus et tous secteurs. Voilà, on va passer... non, c'est en électricité, pardon. On va d'abord parler d'électricité, parce qu'il y a une question, évidemment, sur la question du nucléaire. Donc l'électricité, on la diminue de 500 TWh à 400, tout en augmentant les services énergétiques rendus par l'électricité. Et là, alors, on est devant une contrainte, devant plusieurs contraintes en fait. Il y a une contrainte qui est une contrainte de sûreté. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle beaucoup de la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires. Nous, on pense que c'est pas du tout raisonnable. Elles sont pas faites pour ça. Elles ont été construites pour 30 ans. On admet, nous, les prolonger à 40 ans. Mais avec des conditions draconiennes sur la sûreté, sur les inspections, etc. Donc si on reste à 30 ans, c'est très clair qu'on a vraiment un problème d'approvisionnement électrique immédiat. On est d'accord, nous, pour aller jusqu'à 40 ans, à des conditions vraiment, je répète, draconiennes, mais pas au-delà, parce qu'on a beau dire à chaque fois qu'on fait une révision de la centrale, ça améliore sa sécurité, probablement sur les parties annexes, mais sur la cuve des réacteurs, sur le béton des radis, etc., c'est très peu probable. Et ça, prendre le risque de ça, d'ailleurs l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, commence à être assez dubitative là-dessus. Elle est plus que dubitative. De toute façon, les investissements, ce sera 50 milliards d'euros d'ici à peu près 2025 en plus. Donc eux, ils disent, voilà, on en est, vous pouvez continuer, c'est pas à nous de décider. C'est donc effectivement aux politiques et à EDF de décider si oui ou non ils poursuivent donc, dans 10 ans de plus, 15 ans de plus, 20 ans de plus, mais à condition qu'il y ait ça. Non, là ils sont plus dubitatifs. Quoi. Donc voilà, nous on est quelque chose entre les deux en moyenne, on va dire. C'est pas très loin de ce qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne a choisi 32 ans de durée de vie moyenne des réacteurs nucléaires. Nous, c'est quelque part entre 30 et 35, donc qui permet une réduction du parc. Avec la montée, et là la partie non colorée, c'est la montée en puissance des énergies renouvelables électriques qui vont venir compenser avec en orange le gaz qui fait l'ajustement entre les deux. Et donc ça c'est modélisé, c'est pas un beau dessin qu'on a fait pour se faire plaisir, c'est qu'on a chiffré tout ça et on se rend compte qu'on arrive dans ces conditions-là à ne pas augmenter le besoin de gaz naturel pour l'électricité, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas un effet augmentation du changement climatique à cause de l'abandon du nucléaire, avec une fermeture programmée, et donc à la fin un talon de gaz qui en fait est devenu à ce moment-là essentiellement du gaz renouvelable. Voilà. Donc ça c'est pour la partie électrique. Ce qui donne, alors la France a vraiment un problème avec le parc nucléaire, c'est qu'il a été construit, quasiment 80% des centrales nucléaires ont été construites en 10 ans. Donc on a fait ce qu'on appelle un effet de falaise.
C'était le plus gros programme industriel de tous les temps. Donc on l'a à l'entrée, on va le retrouver à la sortie. Donc d'où ce schéma-là qui a été fait en regardant vraiment dans le détail, réacteur par réacteur plus précisément, ce qu'il en était. Et donc on a une triple contrainte, sûreté nucléaire, je l'ai dit, la sûreté électrique, c'est qu'il faut quand même alimenter les Français, il y a toujours besoin d'électricité, donc il n'est pas question de risquer la panne. Et puis il y a aussi une maîtrise industrielle du processus. Il faut savoir que le nucléaire, c'est pas seulement des centrales, c'est aussi des usines qui tournent derrière, c'est pour produire le combustible, pour le retraiter, etc. Et que donc arrive un moment à la fin où on ne peut pas avoir un appareil industriel qui est conçu pour 60 réacteurs, qui tourne pour 4 ou 5, donc il y a une fermeture à la fin qui est un peu accélérée. Mais ça, on va dire que c'est un détail. En tout cas, pour nous, il est hors de question d'aller au-delà des 40 ans, pour une partie des réacteurs, ceux qui peuvent le supporter, après une inspection correcte. Alors, de l'autre côté, la montée en puissance des renouvelables. Alors, on est sur l'électricité, on va parler de ça d'abord. Il y a l'hydraulique qui est là, qui ne va pas faire grand-chose, de plus qu'aujourd'hui. Hein, les barrages sont équipés. On peut moderniser, on peut améliorer l'efficacité, mais pas beaucoup. Les grandes retenues, elles sont faites de toute façon. Voilà. Et aujourd'hui, ça représente 12 à 14% en fonction de l'enneigement, on va dire, de notre électricité, l'hydraulique. Il y a une tendance en plus les années sans eau, ça devient de plus en plus fréquent. On a l'éolien qui va venir ici monter. Alors, avec plusieurs techniques et pas que de l'éolien sur terre. Alors nous en Rhône-Alpes, on n'est pas trop concernés par l'éolien offshore, marin, mais c'est ce sera une grosse partie avec deux technologies, l'éolien de proximité planté dans les hauts fonds et puis l'éolien un peu plus loin posé sur des barges, des plateformes type plateforme pétrolière, ce qu'on appelle l'éolien flottant, qui va se développer dans les années qui viennent. Il y a des projets qui avancent là-dessus. Alors, après, il y a le photovoltaïque qui est là. Non, ça c'est le biogaz. Le photovoltaïque, il est là en bleu. Donc vous voyez qu'il fait à peu près la moitié de ce que fait l'éolien, plus les énergies marines. Alors on n'y croit pas trop. C'est pas qu'on n'y croit pas, hein, mais on n'en a pas mis trop dedans parce que on n'a pas de certitude aujourd'hui sur le retour d'expérience de la tenue dans la durée de ces appareils. Ça peut marcher, si ça marche tant mieux, hein, on aura plus de production. Typiquement, on pense que c'est sans être une rupture, mais qu'il y a un risque important. Alors, on a immergé il n'y a pas longtemps donc la première hydrolienne, donc cette éolienne, on va dire, au fond des mers, donc au large de l'île d'Aubrea. Et là, on est encore évidemment à l'état de test. Mais ce qui est génial, c'est le courant. Quand on se dit, c'est fabuleux, parce que là, on n'a pas d'emmerdement. Les pêcheurs sont à peu près d'accord. Les poissons aussi, parce qu'ils ne vont pas être découpés en rondelles comme les oiseaux. Enfin, bon. Mais si ça marche, tant mieux. Nous, on prend. Oui, c'est bien. Simplement, voilà, on a été prudent sur la technologie. Alors ça, c'est l'électricité, mais le plus important en fait, c'est la biomasse qui fait en fait la moitié des besoins. Alors la biomasse, il y a 3 types de biomasse. Ce qu'on appelle la biomasse solide ici, c'est le bois traditionnel, qui est déjà très important. Historiquement, la France est encore d'une certaine manière un pays rural, même si 80% de sa population est en ville. En tout cas, il y a un usage du bois qui est encore important, qui va augmenter, et sans augmenter les surfaces forestières pour autant, parce que, on le verra tout à l'heure, on va replanter les haies, on va planter des arbres dans les champs, donc ce qu'on appelle l'agroforesterie, qui sont des techniques agricoles qui sont en développement et qui sont tout à fait intéressantes d'un point de vue écologique par rapport au sol, etc. On en parlera plus tout à l'heure. En tout cas, le bois a une importance tout à fait considérable. On a le biogaz. Alors là, quand on parle de biogaz, c'est le gaz de fermentation des déchets organiques, donc c'est le gaz biologique, on va dire, d'où le nom de biogaz. Mais vous verrez qu'il y a d'autres formes de gaz renouvelables, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, dans la biomasse solide, il y en a une partie du bois qui n'est pas brûlé comme aujourd'hui dans des chaufferies, mais qui est gazéifié. Donc on fait des usines à gaz comme on faisait dans le temps, sauf que c'était au charbon. Là, on les fait avec du bois. Et donc, on produit du gaz qui est du CH4. C'est la même molécule que le gaz naturel, que le biogaz. C'est ce fameux CH4. Et d'ailleurs, il y a à Lyon un projet qui s'appelle Gaïa, qui va expérimenter, là, dans les mois qui viennent, c'est en train de se développer, de la gazéification de biomasse. L'intérêt, c'est qu'on a un vecteur gaz. En fait, on fait du charbon de bois et on récupère le gaz, le CH4 qui s'en va. Donc, quand on parle de méthaniseur, c'est ça donc Non, c'est pas ça. C'est la gazéification. Donc, alors, il y a la méthanisation, il y a la gazéification, et on verra tout à l'heure un troisième process qui s'appelle la méthanation. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est la variable d'ajustement et c'est tout à fait intéressant. En tout cas, le bois, la biomasse solide, le biogaz, et puis là en vert, la biomasse liquide, ce qu'on appelle les biocarburants.
qui ont un bilan énergétique et écologique qui est quand même vraiment pas très bon. Donc aujourd'hui, on en a beaucoup. C'est la filière la plus aidée. Hein, ce sont les filières le diester, etc. Nous, on n'en rajoute pas du tout et on en a à la fin parce qu'on a de la place pour en faire. Et c'est essentiellement des circuits courts. C'est pas du son de la transformation industrielle. C'est ce qu'on appelle l'huile végétale pure, qui peut permettre en circuit direct, ce qu'on n'a pas le droit de faire aujourd'hui pour des raisons purement réglementaires, de se produire son propre carburant avec de la biomasse solide. Juste petite parenthèse, les agrocarburants en fait sont nés donc sous Jean-Pierre Raffarin et sous Villepin, qui les ont beaucoup poussés, à une époque où les cours du maïs et les cours du blé se cassaient la figure, les cours du colza aussi se cassaient la figure. Donc il fallait se dire comment on peut faire pour produire et pour faire remonter ça. Et donc c'est né comme ça, ce qui fait que ça a été une véritable politique agricole. Mais en aucun cas, c'est une politique environnementale. Donc on l'a vendu comme étant une politique environnementale, mais ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde le bilan, et ça c'est l'ADEME qui l'a sorti, même si on leur avait dit, écoutez, soyez pas trop méchants avec nous, mais même d'ailleurs quand on discute avec des grands céréaliers, ils savent très bien que c'est pas d'enfer, quoi, que ce soit la betterave, que ce soit donc le maïs, l'utilisation du colza, c'est pas extraordinaire, quoi. Tout à fait. Donc voilà, on n'en a vraiment pas beaucoup. Et on préfère du coup le gaz, on va parler beaucoup de gaz, mais le gaz comme vecteur pour les véhicules, hein, les voitures au gaz, il y en a 1 million en Italie, ça marche très bien, c'est un moteur à explosion classique, il suffit de changer le carburateur, de mettre une bonbonne en plus du réservoir, en plus on peut avoir bicarburation, essence et gaz naturel. Je connais bien le sujet puisqu'on a eu un véhicule GNV, nous à Espul, pendant des années, et on était obligé de s'en séparer parce qu'on n'arrivait pas à trouver les pièces détachées pour le réparer. Il fallait aller en Italie pour ça. Mais donc voilà, une technologie qui a l'intérêt aussi de ne pas avoir besoin que l'industrie automobile se révolutionne. C'est le reproche qu'on fait notamment à l'hydrogène comme vecteur, ça veut dire qu'il faut changer complètement, c'est plus des moteurs, c'est piles à combustible, il faut complètement changer les stations-service, il faut changer toute l'infrastructure, donc voilà, le gaz est beaucoup plus intéressant et le bilan énergétique par rapport à la surface utilisée à travers les diverses solutions est beaucoup plus intéressant que les biocarburants avec le gaz. Et bien justement, on va parler un tout petit peu de biomasse parce que c'est quand même un sujet important. Donc c'est la moitié de nos besoins énergétiques en 2050 qui sont fournis par la biomasse dans le scénario négawatt, avec voilà donc 50% des besoins. Les forêts qui sont mieux exploitées qu'aujourd'hui, mais pas beaucoup plus importantes en surface. On utilise beaucoup de sources différentes, déjection d'élevage, les résidus de culture, les prairies, etc., les biodéchets. Donc très peu de biocarburants. Et le vecteur gaz renouvelable. Alors ici, on a une image de ce que pourrait être l'agroforesterie. Donc, en fait, une moissonneuse qui récolte du blé avec des arbres au milieu. Et ça, c'est des techniques agricoles qui sont en émergence, qui ne sont pas des révolutions, et simplement, si on met bout à bout des choses qu'on sait faire, il y a des rotations de culture, il y a des associations, hein, c'est-à-dire que la rotation, c'est successivement sur la même parcelle. Il y a l'association, c'est en même temps une plante basse, une plante haute, etc., qui vont avoir des cycles organiques qui se complètent, etc., avec un objectif vraiment central qui est restituer la matière organique dans les sols. C'est le numéro 1, en fait, de l'objectif qui doit être donné aux méthodes agricoles, c'est de reconstituer et de conserver la valeur organique du sol, qui est très dégradée aujourd'hui à cause de l'utilisation massive d'engrais chimiques. C'est-à-dire qu'on redemande maintenant aux agriculteurs de devenir agronomes et non pas des chimistes, comme on les a transformés depuis à peu près une cinquantaine d'années. Tout à fait. Voilà. Et donc ça, c'est du biogaz. Et donc ça a de la biomasse solide, hein, la paille est prise dans la biomasse solide. Voilà ce que ça donne, la répartition entre différentes biomasses. Donc vous voyez que le bois énergie est tout à fait important, biocarburant pas trop, biogaz là, et puis les déchets urbains. Alors il y en a, vous allez me dire, il y a beaucoup plus de déchets urbains là que là. C'est pas qu'il y a plus de déchets urbains, c'est qu'on les récupère mieux, on les valorise mieux, et notamment la partie fermentescible qui est mieux utilisée. Alors pour toute cette partie biomasse, alors nous en énergie on parle de biomasse et on fait des kilowattheures, mais l'agriculture ne sert pas qu'à ça. Et donc on s'est appuyé sur un scénario, on va dire jumeau ou cousin, qui s'appelle le scénario AFTER, et qui est développé, alors qui n'est pas encore publié complètement parce qu'ils ont encore des arbitrages à faire sur un certain nombre de paramètres, mais qui s'appelle donc AFTER, et l'association s'appelle Solagro de Toulouse. C'est aussi un espace info-énergie, c'est le réseau des associations, on va dire, du secteur de l'énergie, mais eux spécialisés dans la partie agriculture. Et donc ils ont eu un financement, c'est un projet de recherche qui a au moins 2-3 ans. Et donc c'est eux qui on a croisé les données, on va dire, sur la partie biomasse entre l'énergie et autres usages.
Et donc il faut concilier. Alors, il y a évidemment derrière des conflits d'usage du sol. Quand on parle de biocarburant, il y a la question du blé qui sert à nourrir les gens ou les bêtes, etc. Et donc ils ont beaucoup travaillé sur ce sujet-là, y compris sur les aspects alimentaires. Alors, c'est pas là, mais en fait, il y a une hiérarchisation des objectifs de l'agriculture. Donc j'ai dit, le premier, ça doit être la conservation des sols. Le deuxième, c'est l'alimentation. Le troisième, c'est la production de matériaux, donc pour la construction ou les usages textiles, etc. Et seulement, en dernier, pour l'énergie. Et donc la biomasse consacrée à l'énergie dans Négawatt et dans After, puisqu'ils sont croisés, on exploite essentiellement les résidus, ce qu'on appelle les déchets entre guillemets, enfin, qui ne sont plus des déchets du coup, qui sont une richesse. En tout cas, on ne va pas, dans un premier temps, et tant qu'on n'a pas résolu les autres questions, aller cultiver exprès pour faire de l'énergie. Il y a suffisamment de biomasse disponible, les connexes en forêt, les déchets de l'industrie du bois, les déchets agricoles, de l'agroalimentaire, etc. Tout ça suffit pendant pas mal de temps, si on l'exploite correctement, évidemment, c'est facile à dire, on va dire. Non, en tout cas, en termes de quantité disponible, on n'a pas besoin d'aller justement cultiver à vocation purement énergétique. Juste pour avoir un ordre d'idée, si vous voulez, sur nos déchets, parce qu'on trie comme des malades là tous dans la salle, bon très bien. Non mais c'est en plus important, mais ça correspond à 30 millions, si vous voulez, de tonnes de déchets par an. Bien, ça, ce sont les déchets à nous. Si je vous demande combien effectivement la France produit de déchets tous les ans, je ne suis pas sûr forcément que vous puissiez répondre, ce qui est normal. C'est 830 millions. On a 400 millions de déchets du bâtiment, aujourd'hui, tout confondu. On a des déchets industriels et on a une grosse part, effectivement, agricole. Et donc c'est celle-là que l'on souhaite valoriser, qui est à peu près de l'ordre de 200 à 250 millions de tonnes. Donc c'est énorme. Donc je mettais juste en perspective nos 30 millions, si vous voulez, à nous, où on s'empaille sur tu veux un incinérateur dont j'en veux pas, etc. et tout ça. Mais voilà, ça c'est 30 millions. Mais le gros des autres déchets, donc en France, donc industriel à peu près 120 millions de tonnes de mémoire, 400 millions du bâtiment, et puis donc le reste c'est déchets agricoles. Voilà. Et donc, alors, il faut savoir que l'agriculture, quand on raisonne gaz à effet de serre, d'abord, on dit généralement qu'elle fait quelques pourcents. En réalité, il ne faut pas raisonner seulement agriculture, il faut raisonner système alimentaire complet. Et c'est 20% des gaz à effet de serre qui sont générés par le système agricole et alimentaire. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable du tout. Et on a une vraie difficulté avec l'agriculture parce que dans ce secteur-là, le facteur 4, il est rigoureusement impossible. On ne peut pas, sans ça, on ne se nourrit plus simplement. On peut au mieux faire un facteur 2. En gaz à effet de serre, en appliquant les meilleures pratiques, etc. Mais c'est déjà pas mal, mais ce qui veut dire aussi qu'il va falloir faire des efforts supplémentaires dans d'autres secteurs, mais on arrive à résoudre l'équation. Donc un des éléments de l'alimentation est quelque chose qui est important aussi, parce que notre régime alimentaire actuel, il a beaucoup de défauts, notamment sanitaires. On mange trop, on va dire, trop de graisse et trop de sucre, etc. C'est-à-dire qu'on a une société géniale, parce que d'un côté, on a inventé la famine, plus d'1 milliard d'individus en France, et, dans le monde, pardon, et 1 milliard, à peu près 200 millions d'individus qui sont en surpoids. Donc on invente d'un côté la famine et l'obésité. C'est génial. Voilà. Et donc Solagro, ils ont travaillé avec des nutritionnistes, donc c'est pas du tout une dictature végétarienne. C'est de dire il faut diminuer la consommation, notamment de viande et de produits laitiers, en la divisant grosso modo par 2 en 2050. Ça veut dire, au lieu de manger la viande à tous les repas, on en mange un repas sur 2. C'est quand même pas, enfin c'est pas du jour au lendemain, en plus c'est étalé sur 40 ans, mais avec en compensation l'augmentation des céréales, des fruits et légumes, des fruits à coque, etc. Donc un régime alimentaire qui est beaucoup plus équilibré, mais c'est un enjeu tout à fait important. Alors je sais bien qu'en France c'est très difficile ce sujet-là, pour des tas de raisons. On touche à quelque chose d'extrêmement sensible. Néanmoins, c'est un enjeu tout à fait important. La France, aujourd'hui, son bilan... Alors, dans le Centre After, ils ont vraiment détaillé ça. Son bilan alimentaire n'est pas si bon que ça, puisque pour nourrir nos bêtes, nos animaux de viande... 50% des surfaces agricoles. Oui, et puis en plus de ça, on importe du soja de Brésil ou du Canada. Donc on est sur un système qui n'est absolument pas équilibré, qui n'est pas durable et qui surtout qui n'est pas extensible à l'humanité entière. Oui, mais c'est des OGM, donc ça va tout de suite beaucoup mieux. Voilà. Tout à fait. Donc un enjeu important sur cet aspect-là qui va nous permettre... alors il y a un effet évidemment sur les modes de production agricole. Le cheptel doit réduire. Alors on va réduire le cheptel non pas toutes les bêtes qu'on voit dans nos montagnes, mais c'est surtout la partie industrielle de l'élevage qui est quand même pas une gloire non plus
pour des tas d'autres raisons, sanitaires, le bien-être des animaux, etc. En tout cas, on réduit fortement, et nos amis bretons, je pense que nous en sont regrets parce que ça diminuera leurs algues vertes, mais la production de protéines animales. Alors, ça impacte aussi avec l'usage des sols. Pour faire très rapidement, on est ici aujourd'hui, hein, donc on a des effets, on sait bien, de pertes à peu près de l'équivalent d'un département de surface agricole par 10 ans depuis pas mal de temps. Maintenant, on s'est même rendu compte, c'est tous les 6-7 ans. Oui, voilà, ça s'accélère. Alors, oui, un point que je n'ai pas dit quand même qui est important, c'est que dans notre scénario, on a tenu compte des projections démographiques de l'INSEE. C'est aussi un changement par rapport à 2003. Donc l'INSEE nous dit en 2050, on sera 7 millions de plus. Il y aura une région Rhône-Alpes en plus en France. Alors, et là, on est bon, parce qu'on est le pays qui se reproduit le mieux en Europe. Alors, c'est bon. Il y a probablement des bons côtés à cela. Néanmoins, en termes de consommation. Mais il y aura des écolos qui, de toute façon, vont vous dire non, ne faites pas de mots, parce que le truc numéro 1, de toute façon, c'est la démographie. Voilà. Alors, nous, on ne le dit pas. Vous faites ce que vous voulez, hein, surtout. On s'appuie sur l'INSEE. C'est un débat, on va dire, qui a à tenir dans notre En tout cas, nous, on tient compte des 7 millions d'habitants en plus dans notre scénario, ce qui est quand même pas si simple que ça. Ça fait 10% de population en plus. Mais en tout cas, ce qui veut dire aussi que les surfaces artificialisées, ces gens-là, il va quand même falloir les loger, les déplacer, etc. D'où une continuation malgré tout, alors qu'il doit être contrôlé, qu'il ne faut pas laisser faire comme aujourd'hui, c'est clair, on ne peut plus laisser faire, néanmoins, l'équation, elle est quand même là. Mais par rapport au reste des surfaces, on a donc une diminution des prairies permanentes, hein, puisqu'on a moins de bêtes, on va dire, au pré. On a les terres arables qu'on maintient, et grâce à l'agroécologie, à l'agroforesterie, finalement, à partir des années 2000, c'est plutôt par là que là, on va libérer des terres, en fait. Si on diminue notre consommation de viande et qu'on respecte les hiérarchies de ce que je dis tout à l'heure, on arrive au bout de course à avoir de la surface disponible dont on peut faire autre chose que de l'alimentation, de l'énergie, etc. Ça peut être du paysage, ça peut être élever des bêtes juste pour la beauté du geste, ça peut être du milieu naturel qui revient à la friche. Enfin, en tout cas, un débat politique et social, plutôt social que politique d'ailleurs, à avoir sur ce qu'on peut faire de ces terres qui sont libérées à l'horizon 2050 dans le scénario AFTER. Alors, bon, je passe ça, c'est les énergies, c'est l'éolien et le photovoltaïque. On revient à l'électricité un petit moment et on va pas être loin de la fin. Avec quelque chose qui est souvent dit, on vous dit les énergies renouvelables, c'est intermittent. Donc on ne peut pas faire du 100% renouvelable en électricité. D'ailleurs, aujourd'hui, ERDF limite à 30% la puissance installée des énergies renouvelables sur les postes sources. Et on n'a aucune explication scientifique pour ça, parce qu'il y a des pays où ils sont bien au-delà de ça. En tout cas, on s'est penché sur la question, parce qu'évidemment, s'il n'y a plus le nucléaire et qu'on ne veut pas mettre trop de fossiles, il faut bien qu'on équilibre. Alors là, c'est un petit peu compliqué, on ne va pas tout explorer, mais pour équilibrer... Alors l'électricité, c'est une énergie qui ne se stocke pas. Donc c'est-à-dire qu'à tout moment, il faut que entre la consommation et la production, l'offre et la demande, ce soit équilibré à tout moment. Et ça, c'est le métier de RTE, donc Réseau de transport de l'électricité, qui est une filiale d'EDF, dont c'est vraiment le métier à tout instant de contrôler ça. Donc il y a déjà aujourd'hui un certain nombre de procédures qui permettent, ça s'appelle la flexibilité de l'offre, par exemple avec l'hydraulique, hein, on produit avec les barrages quand il y en a besoin, donc on stocke, c'est une forme de stockage hydraulique. On peut aussi agir sur la demande en effaçant ce qu'on appelle le délestage ou l'effacement avec les réseaux intelligents, hein, on en parle beaucoup. C'est un très bon sujet mais qui est un petit peu tarte à la crème. Il faudra faire des conférences là-dessus parce que ça éclaircira un certain nombre de points. Tout le monde met un petit peu ce qu'il a envie de mettre dedans. Mais bon, il y a vraiment un sujet sur l'intelligence des réseaux, on va dire. Ça coûte, on n'a pas de perte, hein, c'est quelque chose qu'il faudra faire de toute façon. Après, il y a d'autres manières de faire, donc en interconnectant les réseaux, c'est-à-dire en travaillant sur des transports d'électricité. On a 10% de pertes. 10% de pertes, c'est les pertes du réseau électrique en France. Le fait qu'on est très centralisé avec 58 réacteurs qui sont sur 19 sites et 34 millions de consommateurs privés plus les entreprises, on a un système qui perd 10% de son électricité dans les câbles, simplement, hein, par effet Joule. Vous avez eu 25% sur les réseaux d'eau et 10% sur l'électricité. Ouais. Voilà. On a quelque chose qui existe déjà, c'est le stockage dans les stations de transfert, les STEP, ça s'appelle. Donc on pompe, quand il y a trop des surplus d'électricité, on pompe et on va remplir les barrages qu'on va faire turbiner quand on est en manque, hein, ça c'est classique. Simplement, il n'y a pas tellement de place pour en faire. Aujourd'hui, c'est pas saturé, mais on n'est pas du tout
à la dimension de ce qu'il y aurait besoin pour équilibrer le réseau quand on est en 100% renouvelable. Donc oui, j'ai pas dit, mais on verra tout à l'heure. On a modélisé la consommation d'électricité et la production renouvelable des différentes filières, heure par heure, pendant 50 ans, enfin jusqu'en 2050. Donc on a un outil qui nous permet de faire ça. Et donc on se rend compte que les stations pompage-turbinage ne suffisent pas de toute façon, ne sont pas du tout à la maille. Et en plus, on a une petite perte de l'ordre de 20%. La dernière solution, j'y viens tout de suite, c'est 100%, c'est on arrête, parce que le problème avec les renouvelables électriques, c'est pas qu'on va pas avoir assez, c'est qu'on va avoir trop à certains moments. Donc on va produire sans consommation en face. Donc l'idée c'est comment on fait pour stocker ou valoriser cette électricité en rab de façon à avoir besoin de moins de production quand on va avoir plus de consommation. Et donc on peut aussi couper une éolienne ou déconnecter une centrale photovoltaïque. C'est un problème économique, mais sur le plan technique, il n'y a aucun risque. C'est pas comme une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, ça met des semaines à démarrer, ça met quelques... Alors, j'espère pas trop rapide. Quand ça s'arrête rapidement, c'est qu'il y a un gros problème. En tout cas, c'est pas du tout flexible. Alors que les renouvelables, elles, le sont. Et même, pareil pour le biogaz, etc. Donc on peut aussi couper. Mais entre les deux, il y a une solution qu'on a découverte en cours de route, qui est intéressante, et on va reparler de méthane. C'est la fameuse méthanation que je citais tout à l'heure. Donc on peut stocker cette électricité en supplément. Alors comment on va faire? C'est le slide suivant. Non, ça, c'est, voilà. Donc là, on a notre réseau électrique, on a trop d'électricité à un moment donné, on électrolyse de l'eau, ça veut dire qu'on produit de l'hydrogène. Donc l'hydrogène est un vecteur intéressant en amont, vous allez voir ce qu'on en fait après. Donc on met le plus et le moins dans de l'eau, et puis ça fait de l'oxygène d'un côté et de l'hydrogène de l'autre. Et cet hydrogène, au lieu de alors on peut en mettre une partie dans le réseau de gaz naturel, jusqu'à 5, 6, 7%, ça va, mais on ne peut pas en mettre beaucoup quand même. Et l'hydrogène, c'est un gaz extrêmement dangereux, il est explosif. Donc il ne faut pas rigoler avec, il faut des tuyaux très costauds, etc. Bon, un petit peu dans le réseau de gaz naturel, mais pas trop. Et donc l'autre solution, c'est d'aller chercher du CO2, alors qui est capturé sur des sites industriels ou sur des chaufferies, par exemple au bois notamment, ou pas. Et donc on fait réagir cet hydrogène avec ce CO2 dans une réaction qui s'appelle réaction de méthanation. Alors les leçons de chimie du lycée, vous vous rappelez peut-être, c'est CO2 plus 4H2, ça donne CH4 plus 2H2O. Donc le CO2, le gaz carbonique, avec de l'hydrogène, ça donne du méthane, le CH4 c'est le méthane, et de l'H2O c'est de l'eau. Et en plus ça donne un peu de chaleur, qu'on va aller pouvoir mettre dans un réseau de chaleur. Et donc on se retrouve au bout du compte avec du méthane et de l'eau. Alors cette réaction elle est vraiment intéressante, elle est très simple en fait, mais ce qui est aussi intéressant c'est qu'elle a été découverte par un monsieur qui s'appelle monsieur Sabatier, Paul Sabatier, et qui a donné son nom à l'université de Toulouse, qui est très connu. Il était de Carcassonne, c'est un chimiste. Et pour cette réaction-là, M. Sabatier, il a eu le prix Nobel de chimie en 1912. Et Marie Curie a eu le prix Nobel de chimie pour la découverte du radium en 1913. Eh bien, vous êtes français comme moi, je ne le savais pas, c'est les Allemands qui me l'ont appris. Pourquoi? Parce que, comme il y a 10 ans, ils ont dit, il y a 10 ans, c'est pas l'année dernière, on va sortir du nucléaire, et on ne veut plus de gaz à effet de serre non plus, on va chercher des solutions pour équilibrer notre réseau électrique. Et ils ont cherché, et ils ont trouvé cette combine qui est... Alors c'est utilisé, la réaction de méthanation, les chimistes se connaissent, enfin, l'industrie chimique s'en sert dans des process industriels. Là, il s'agit bien d'une manière de stockage de l'électricité. En fait, l'électricité qui est instockable, on la transforme en molécule de CH4. Et cette molécule-là, j'en ai déjà fait beaucoup d'éloges, mais elle a aussi un intérêt, c'est qu'on peut l'envoyer dans le réseau de gaz naturel. Et le réseau de gaz naturel, il a aussi une vertu, c'est qu'il existe déjà. Gaz de France, enfin GRDF, la filiale de GDF qui est chargée de la distribution, et le réseau de transport. Et donc il y a des tuyaux, il y a des cavités un peu partout en France pour stocker ce gaz. Alors pour l'instant, le gaz, il vient d'Algérie, il vient de Russie ou de Norvège, ou je ne sais quoi. Il est fossile. Mais au fur et à mesure qu'on va injecter du CH4, alors on va l'injecter par la méthanation, on va l'injecter aussi par le biogaz qu'on a produit tout à l'heure. Et puis on va l'injecter par la gazéification de la biomasse. Et donc tout ça, petit à petit, les molécules renouvelables qu'on va envoyer dans le réseau vont remplacer les molécules fossiles qu'on aura moins besoin d'acheter aux fournisseurs. Donc là, on peut vraiment parler de transition. De même que j'ai dit pour les véhicules, le vecteur gaz a un intérêt, c'est qu'on garde les mêmes voitures qu'aujourd'hui, les mêmes moteurs, on les améliore, on les optimise, etc., que ce soit les moteurs diesel d'ailleurs ou les moteurs à essence. Donc on n'a pas besoin de dire à l'industrie automobile, il faut complètement changer de votre fusil d'épaule, ce que vous avez fait depuis un siècle, il faut revoir complètement tout ça. On continue à faire le même métier en l'améliorant, l'optimisant, etc. De même là, on a sous les pieds
un réseau qui nous permet de stocker en masse l'électricité excédentaire. Ça nous sauverait du gaz de schiste, ça? En grande partie, oui. Alors, c'est vrai que de pousser le vecteur gaz pour des usages, notamment de mobilité, il y a un vrai risque de remettre le gaz, on va dire, en selle, Oui. par rapport au gaz de schiste. Mais c'est un problème, on va dire, d'acceptation sociale, voilà, en tout cas en tant que vecteur. Et donc, ce gaz, en plus de ça, il a une ultime qualité, c'est qu'on peut faire tout avec le gaz. On peut faire rouler les voitures, on peut faire la cuisine, on peut faire l'électricité, on peut se chauffer. Enfin, ouais, il y a des usages tout à fait intéressants, stockables et à usage tout à fait variés. Donc un ensemble qui tient debout, hein, simplement, c'est l'équation qui va tenir debout. Et puis dernier point, ce réseau électrique, ce réseau de gaz et ces réseaux de chaleur, ils ont aussi un point commun, c'est qu'ils sont dans ce qu'on appelle un territoire. Et ils appartiennent à qui? Aux communes. Aujourd'hui en France, on l'oublie souvent, les réseaux, un réseau de chaleur, on le sait un petit peu, parce que ça embête tout le monde, donc personne n'en veut, c'est les communes qui se les gèrent. Par contre, le réseau électrique et le réseau de gaz appartiennent aux communes, qui parfois ont délégué à un syndicat. Et donc ça veut dire que cet équilibrage-là, non, il ne va pas se faire dans 2 ou 3 endroits en France, ou dans 14 sites ou 19 sites, mais il peut se faire à des échelles différentes. Cette méthanation, c'est quand même, enfin, les Allemands sont en train de tester ça à des échelles au niveau de l'îlot d'immeubles, au niveau du quartier, de la petite ville, et puis aussi ils travaillent en mer du Nord avec des fermes éoliennes géantes. Alors, je crois que ça va être intéressant de faire un petit focus sur l'Allemagne. Ce que je te propose, Marc, parce que là, effectivement, il est quand même pas loin de 20h30, voilà. Même si elle avance de 4 minutes. J'ai pratiquement terminé. Ça y est, donc fais ton créneau, vas-y. Voilà. Donc l'importance, et là, c'est là que dans la conclusion, c'est que c'est dans les territoires que ça va se passer la transition énergétique, parce que c'est là qu'on va travailler sur la sobriété, sur nos besoins, sur l'efficacité. Les maisons, quand on va les isoler, on ne va pas les envoyer en Chine pour les ramener une fois isolées. Elles vont rester chez nous. Ça va être des matériaux de chez nous, avec des emplois de chez nous. Alors après, même si c'est des étrangers qui viennent les prendre, c'est un autre problème. Mais en tout cas, c'est bien de l'économie locale, de la richesse locale. Et de même, sur la production, les ressources renouvelables sont par définition dans les territoires. Elles sont réparties. Elles sont, voilà, il n'y a pas de tout partout, mais il y a toujours un peu de quelque chose partout. Et on a cet équilibre-là qui peut se faire au niveau local. Le réseau national, évidemment, est toujours là. Il est absolument indispensable pour équilibrer tout ça et assurer la sécurité. Donc un retour du territoire, on va dire, qui est le centre de notre scénario négawatt. Donc j'en arrête là. Après, il y a les bilans. Si, quand même, tu me permets. Voilà. Vous vous rappelez ça? C'est au début, ça. Ça, c'était au début. Oui. Hein, la production à voilà. gauche, voilà. Je vous la refais. Voilà, on était là. Ouais. Et on est là. Donc, qu'est-ce qu'on constate? La chaleur, elle a vachement diminué. Isolation des bâtiments en grande partie. Process industriel amélioré, etc. La mobilité, vous voyez, elle a diminué en térawattheure, mais très peu en kilomètres, en tout cas pour les personnes. L'électricité, elle a un petit peu diminué, mais avec des services énergétiques qui sont nettement plus développés qu'aujourd'hui, encore plus. Et puis à la production, on a un petit peu encore de pétrole, de gaz. On n'a plus d'uranium puisque le nucléaire s'est arrêté en 2033. On vous invite au pique-nique le 15 août 2033 devant le réacteur de Civaux 2, qui est le réacteur le plus récemment connecté au réseau en France. 2002. Et par contre, voilà, on a alors le bois qui est toujours un peu important, l'éolien, etc. Donc on a un bouquet énergétique, et là ça prend vraiment tout son sens de parler de bouquet énergétique, qui est la diversité des énergies renouvelables dans les territoires, là où on va pouvoir les exploiter. Voilà donc le résultat du scénario négawatt. Alors, je vais juste un dernier truc, parce que c'est celui-là qui est important. La question alors on s'est quand même posé la question de savoir si on n'allait pas générer des besoins d'énergie fossile, puisque je vous rappelle dans le scénario, on diminue les besoins, on augmente les renouvelables, on arrête le nucléaire progressivement et on équilibre avec les fossiles. Donc il y a un risque de générer des émissions de gaz à effet de serre importants. Alors on a vérifié que ce n'était pas le cas, c'est celui d'avant d'ailleurs, voilà, c'est celui-là. Donc ça, si on ne fait rien aujourd'hui, en gros, ça reste... alors là, c'est la crise de 2008 qu'on commence à voir là. Négawatt, c'est un facteur 16 sur le CO2, sur les émissions annuelles de CO2. Donc c'est beaucoup plus que le facteur 4, c'est 4 fois 4. Néanmoins, quand on raisonne CO2, il ne faut pas raisonner seulement émissions annuelles. Parce qu'une molécule alors de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre, quand on parle de CO2, c'est un raccourci, elle va rester longtemps dans l'atmosphère. Et son action peut s'étaler sur des dizaines d'années. Et donc, il faut raisonner beaucoup plus sur la durée de vie de ces molécules dans l'atmosphère.
Et on peut considérer, les scientifiques nous expliquent qu'il y a en gros une ligne de crédit de l'humanité entière qui se compte en milliards de tonnes d'équivalent CO2 qu'on peut émettre, enfin, sans risquer d'aller trop loin dans l'augmentation de température, et que donc nous on a raisonné, on s'est dit sur la durée du scénario, en tenant compte de l'augmentation de la population, donc en tenant compte de nos effets sur la consommation et sur la production, on va chiffrer chaque Français ou futur Français qui va rentrer là-dedans, qu'est-ce qu'il va émettre comme gaz à effet de serre cumulé sur la durée. Et donc il fallait que ça rentre dans on va dire voilà, c'est compatible. Alors le scénario tendanciel, c'est-à-dire si on fait rien, on continue comme ça, évidemment on explose tout. Nous, on arrive tout juste avec notre scénario à une équité mondiale. Donc j'ai lu il n'y a pas longtemps des gens qui disent qu'on s'occupe que de la France. Oui, parce que notre scénario est destiné à des décideurs français, à la population française, parce qu'il faut qu'on fasse chacun notre chemin. Néanmoins, on se soucie aussi, et beaucoup, de l'humanité, puisque là, ça veut dire que très concrètement, avec notre scénario, on permet aux autres humains, aujourd'hui actuels ou futurs, d'avoir droit à leur quota d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il faut aussi qu'ils se développent, il faut aussi qu'ils vivent simplement. Et donc, on a vérifié ça. Pour nous, c'était pas du tout évident au départ, mais on est très content d'avoir trouvé ce résultat-là. Voilà. Je m'en arrête là. Eh ben, merci beaucoup, cher Marc. Merci bien. Sociales qui sont derrière, d'acceptabilité. On est dans un pays, nous le savons donc les uns les autres, où l'énergie quand même est extrêmement concentrée. C'est-à-dire qu'on a donc on a EDF qui a très bien fait son boulot, il faut quand même le dire aussi depuis la sortie de la guerre. Mais avec donc de l'énergie extrêmement concentrée, ce qui veut dire qu'on a 48 000 km de lignes à haute tension aujourd'hui. Donc on a nos 58 réacteurs et on n'a pas du tout la même structure à la fois politique, régionale, par exemple, que l'Allemagne, qui n'est pas vertueuse par ailleurs surtout. Hein. Moi, j'évite toujours de faire du manichéisme parce que là, on s'en sort pas une seconde. Mais malgré tout, les différents Länder peuvent arriver à une autonomie énergétique. Donc chez nous, on n'est pas encore là. C'est-à-dire que dans la culture de l'X-Mine et donc des ingénieurs d'État, brillants par ailleurs, là n'est pas le souci, mais on est quand même toujours capétien, jacobin, polytechnicien, donc très centralisateur. Enfin, bon. Donc comment est-ce que... Et on sent bien que l'avenir, ça va être ça. C'est-à-dire que de même que les transports aujourd'hui sont autonomisés, ça ne l'était pas il n'y a pas si longtemps, de même que l'information, ce n'est pas simplement les chaînes de télévision, les chaînes de radio, même si France Inter se porte très bien par ailleurs, mais je veux dire que les gens maintenant aussi donc, émettent de l'information avec Internet. Après, ce qu'il y a dedans, les contenus, c'est autre chose. Mais je veux dire que c'est que chacun a cette aspiration-là. Et on sent bien aujourd'hui qu'en matière d'énergie, les gens commencent à comprendre qu'il peut y avoir d'autres systèmes. Alors en France, jusqu'à présent, donc on a fabriqué une rente, c'est-à-dire qu'on envoie donc de l'énergie photovoltaïque qui a racheté d'ailleurs à prix d'or, qui a sûrement été racheté trop cher d'ailleurs par EDF donc, à l'époque, mais on n'a pas le droit de l'utiliser soi-même. Ce qui veut dire que je ne suis pas sûr que ça fasse faire prendre conscience des économies qu'on peut réaliser. Alors là voilà, il y a tout un système. Est-ce que donc ça relève de la loi, ça relève donc des élus, mais il faut que ça bouge, ça aussi, comme... Oui, bien sûr. D'où nos mesures. Alors, j'ai pas exposé, mais enfin, on a un certain nombre de mesures, des mesures d'organisation. Il faut absolument décentraliser l'énergie, comme beaucoup d'autres d'ailleurs secteurs. Il y a une nouvelle étape de décentralisation qui doit être opérée avec des échelons différents, entre les régions, les départements, les intercommunalités, etc. Là-dessus, on est à peu près au clair. C'est le cas de le dire parce que le comité des énergies renouvelables défend aussi ça depuis très longtemps. Et on voit aussi les villes qui commencent à bouger. C'est vrai que, alors ici dans l'Ain un petit peu, mais je pense un peu partout en France, on a des exemples assez intéressants, ce qu'on appelle les territoires à énergie positive, qui commencent à émerger. Il y a des grandes villes, elles qui ont les moyens, qui ont les services techniques, etc., qui ont commencé à se saisir de la question. Moi, je travaille beaucoup avec le Grand Lyon. Je peux vous dire qu'en ce moment, ça réfléchit vraiment beaucoup. Alors, ça sort pas encore à l'extérieur. Sur certains aspects, oui, mais en tout cas, il y a vraiment une évolution qui est presque de la révolution sur la prise de conscience de ces questions-là au niveau des politiques et au niveau des services techniques aussi. On a aussi des territoires ruraux. Je prends l'exemple de celui qui est un peu connu maintenant, qui s'appelle le Menet, donc qui est un petit territoire en Bretagne. En Bretagne de 5000 habitants, qui a décidé qu'ils allaient devenir un territoire à énergie positive. Alors c'est vrai aussi qu'on a une vraie question derrière ça, c'est que les villes, par exemple, le Grand Lyon a sorti son plan climat il n'y a pas très longtemps.
un travail assez détaillé, tout à fait intéressant. Donc on baisse, etc. Enfin, en gros, c'est du 100 mégawatts ou quasi, en tout cas dans la méthode. Mais on se rend compte que même si on fait les efforts maximum, le Grand Lyon ne pourra pas produire son énergie sur son territoire tel qu'il est aujourd'hui, le découpage administratif. Ça veut dire quoi? Par exemple, si on veut faire des chaufferies bois à hauteur des besoins qu'on a évalués, etc., il va falloir amener le bois de 100 ou 150 km autour de Lyon. Donc ça veut dire qu'il faut, alors qu'à la campagne, au contraire, on a des ressources, on a du vent, on a du bois, on a de l'eau, on a du soleil, etc. Il va falloir complètement repenser aussi les relations ville-campagne sur ces thématiques-là. Et sur une logique de décentralisation, il ne faudrait pas qu'on recommence les erreurs faites au niveau national à un niveau local, avec les villes qui viennent piller les campagnes pour se chauffer, s'éclairer, etc. Donc il faut vraiment, quand on parle de décentralisation, il faut vraiment avoir ça dans l'esprit, c'est-à-dire il faut que tout le monde s'y retrouve, parce que tout ça, ce sont des richesses, hein, ces énergies. Alors, ces gisements d'efficacité, de sobriété sont des richesses parce que ça va faire travailler des gens, ça va créer de l'activité économique, etc. Mais aussi la production sont des richesses qui sont un patrimoine commun qu'il faut qu'on apprenne à partager entre nous. Et en France, on a vraiment un défaut là-dessus, c'est la centralisation, c'est une culture à remonter, on va dire, ou à démonter. Voilà, non, mais c'est aussi du fait politique qui est derrière. Juste un simple chiffre, hein, 50 milliards d'euros tous les ans pour acheter notre pétrole, notre gaz, notre uranium et, dans une très moindre mesure, notre charbon. C'est 50 milliards tous les ans, à peu près. Et ça ne va qu'augmenter. Bon. Donc, à un moment, évidemment, c'est pas tenable. On est, si vous voulez, dans une société où, en fait, on nous aurait donné une carte bleue sans nous avoir appris à compter nos consommations de gaz à effet de serre et notre énergie. Alors c'est ça la bascule. Avant on s'en foutait, soyons très clairs. Moi, quand j'ai commencé il y a en 92 la première mouture de mon émission qui s'appelait CO2 mon amour, je dis très souvent que les gens à cette époque-là faisaient pas trop la différence entre le brame du cerf et l'effet de serre. Bon, alors maintenant ça a un peu évolué, pas pour tout le monde, mais quand même ça a un peu évolué. Donc c'est ça, et c'est que maintenant on en est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va être obligé de compter ça. Alors on va se dire oui, c'est quoi ces emmerdements et tout ça. En même temps, ça va être si on arrive vraiment à une autonomie, on va pas raser gratis, ça se fera au moins en une génération. C'est évident. On est une génération, nous, de transition. Et moi, je vois effectivement des jeunes qui ont 15, 20 ans, etc. Et tout ça. C'est à ceux-là, moi, c'est à mes gamins qui m'intéressent. Nous, notre vie, elle est faite. Bien. Mais donc, c'est à nous de semer ces graines-là. On ne verra pas tout lever, loin de là. Mais il faut qu'en tant que citoyen, on prenne en compte notre énergie, qu'on s'en occupe. Ce n'est pas un simple robinet. Là, actuellement, on est complètement passifs les uns les autres. Et c'est pour ça, effectivement, qu'une association comme Eliante, mais d'autres, je ne dis pas ça parce qu'ils nous invitent ce soir, mais il faut un boulot de terrain, en se disant, c'est quoi cette vie dans mon siècle ? On est sur une fois de plus, hein, on est sur à peu près à la période où on était à la fin du Moyen-Âge, si vous voulez, et à la fin du Moyen-Âge, l'espoir, quand on relit le roman de Larose, c'était l'avènement de Satan sur Terre. C'est pas très marrant quand même comme histoire. Bon, et en fait, il y a eu la Renaissance. Alors entre-temps, les historiens vont me dire, ouais, mais il y a quelques guerres de religion, il y a eu de la casse. Oui, bah oui, il y a eu de la casse et il y aura sûrement de la casse aussi. Mais en même temps, il y a une redistribution des cartes. Donc il y a des possibles. Il y a des possibles. Je ne les connais pas tous, loin de là. Mais on voit des pays qui bougent. Après, c'est des choix politiques. C'est des choix politiques qui sont différents. Alors nous, on est un peu monoculturel. C'est pareil, moi je ne jette pas la pierre à mes parents, mes grands-parents qui ont consommé, qui ont construit ce pays. Ben non, j'en ai bénéficié aussi. Mais là, actuellement, on est à la croisée des chemins. Donc c'est ça aussi. Donc il y a du boulot là-dessus, les jeunes. Hein. Il y en a beaucoup. 350 000 emplois ont été créés en Allemagne. Alors principalement sur le solaire, sur l'éolien, et puis aussi sur le fait de relier les réseaux entre eux. En même temps, c'est pas des gens qui sont vertueux partout. Et puis, enfin, faut pas utiliser ce mot-là, quoi. Ils ont 50% d'électricité encore effectivement qui sont charbonnés. Là, actuellement, ils sont en train de travailler sur des usines, enfin sur de nouvelles, sur du gaz. Parce que tiens, lorsque l'on dit oui, mais attendez, c'est très gentil, mais enfin, ils vont nous acheter notre courant, nous électrique, nucléaire. Qu'est-ce que l'on répond à ça en fait? C'est quoi le scénario des Allemands là actuellement? D'abord, c'est pas tout à fait vrai parce qu'ils l'achètent quand on en a à vendre et c'est pas en hiver, par exemple. Hein, c'est en hiver. C'est eux qui nous en envoient qui nous en envoient beaucoup et très cher et très plein de carbone parce que c'est de la lignite. Mais néanmoins, en Allemagne actuellement, alors c'est vrai, ils sont en train de construire à peu près 27 gigawatts de puissance électrique en centrale combinée gaz, donc pour pallier, on va dire, la sortie du nucléaire. Mais il faut comprendre que ces centrales-là, elles sont très modernes, elles sont très efficaces et elles vont remplacer des centrales au charbon.
C'est-à-dire, malgré ce phénomène-là, malgré la sortie du nucléaire, l'Allemagne va continuer à baisser ses émissions de gaz à effet de serre pour l'électricité. Que la France ne fait pas. Au contraire, nous, avec le chauffage électrique, ça augmente tous les ans. Notre contenu carbone, c'est vrai qu'il est concentré sur une période de l'année qui est quand il fait très froid. Donc si on fait une moyenne sur l'année, ça ne se voit pas, mais n'empêche que les taux d'augmentation, il faut savoir que la France est responsable, à cause des pointes électriques d'hiver, elle est responsable de la moitié de la pointe de toute l'Europe, des 27, à elle toute seule. Et à chaque fois qu'il y a 1 degré supplémentaire de froid, c'est 2000 mégawatts de puissance supplémentaire qu'il faut avoir disponible. Donc quand on se vante d'avoir 100 000 mégawatts de puissance à l'hyperpointe comme on a eu quand il a fait très froid, en réalité c'est une vraie catastrophe. Donc voilà. Et le bilan réel, quand on voit les chiffres, les Allemands je suis tout à fait d'accord avec Denis, là où ils sont vraiment pas bons, c'est sur la voiture. C'est la catastrophe, on va dire. Mais voilà, nul n'est parfait, et tant mieux, d'une certaine manière, mais sur la partie, en tout cas, bâtiment et consommation d'énergie dans le bâti, ils sont quand même très intéressants. Alors, je voudrais quand même dire aussi quelque chose à nos jeunes, parce que c'est vraiment important ce qu'a dit Denis. Il faut aussi leur dire que ces métiers-là, ça vaut notamment dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de l'agriculture, c'est des métiers où il y aura beaucoup, beaucoup de travail. On a chiffré, nous, rien que la rénovation, c'est 500 000 emplois. Qui peuvent être créés dans l'isolation des bâtiments en continu pendant 40 ans. Dans l'agriculture, enfin dans le secteur rural, on va dire pour faire plus large, il y a aussi va y avoir besoin de bras. Et pas seulement de bras, on va remettre de la matière grise. C'est des métiers il y a une révolution culturelle de ces métiers-là. Tu l'as dit tout à l'heure très bien, ça va plus être des apprentis chimistes, ça va devenir des ingénieurs écologistes, on va dire des agriculteurs. Donc il y a un effort de formation à faire. Dans le bâtiment, c'est pareil. L'intelligence sur le chantier, il y en a besoin. Et c'est quelque chose qu'en France, qu'on a très peu. Il faut bien construire les bâtiments, pas seulement bien les concevoir, il faut aussi avoir des très bons ouvriers, des très bons compagnons. Et c'est beaucoup d'emplois. Et le challenge qu'on a tous, nous les adultes, c'est de dire à nos jeunes, c'est les ouvriers du bâtiment et c'est les paysans qui vont nous sauver la mise. On a besoin d'eux. Il faut aller dans ces métiers-là. Il faut qu'ils soient considérés socialement. Il faut qu'ils soient correctement payés. Et c'est des métiers d'intelligence. Ça, c'est un vrai challenge aussi. Merci Marc. Je vous en prie. Le président d'Eliante est d'abord ravi d'avoir une salle pleine aujourd'hui, évidemment, puisque on n'imaginait pas de remplir l'auditorium d'Alimentech pour cette soirée. Je n'ai pas le talent des deux intervenants, Marc et Denis, vous avez été vraiment très complets. Alors, on a présenté un scénario négawatt. Je crois que c'est complètement dans le rôle de notre association d'apporter de l'information au public. Il n'y a pas eu de prise de parti pris. Il y a un scénario qui existe, le scénario négawatt. On voit bien qu'il propose la sortie du nucléaire. On a bien dit que sortir du nucléaire, de toute façon, c'est pas du jour au lendemain et sur un coup de dé qu'on sort du nucléaire. Ça prend forcément du temps. Chacun va sortir d'ici avec un peu plus d'informations sur les possibles, j'ai envie de dire. Je crois que tous les deux, vous avez quand même... Vous le savez peut-être, mais je suis élu aussi du Conseil général de l'Ain. Vous avez beaucoup interrogé le politique. C'est vrai que, même si un Conseil général ne prend pas les décisions législatives qui s'imposent, je crois que là, vous nous expliquez quand même, vous nous donnez quand même pas mal de choses qui supposent des décisions quand même importantes à prendre au niveau politique. C'est-à-dire que... le problème, il est posé, changement climatique, gaz à effet de serre, diminution des ressources et tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Il va bien falloir à un moment choisir. Je dirais simplement aussi que, de par ma fonction au Conseil général, j'anime les réunions Agenda 21 et on est en train de rédiger notre plan climat-énergie territorial, obligation de la loi Grenelle puisqu'on fait plus de 50 000 habitants. Toutes les questions qui sont abordées ce soir, dans les ateliers, entre autres, qu'on a animé avec le public qui a bien voulu venir, toutes ces questions sont vraiment au cœur de l'actualité qu'on vit en ce moment. La rénovation des logements, l'isolation, en effet, c'est un des sujets. La mobilité, voilà. Il y a un site dans le département, vous le savez peut-être, qu'on a mis en place un site internet pour le covoiturage. Peut-être que vous ne le savez pas, mais on peut s'inscrire et travailler à justement réduire notre impact sur les gaz à effet de serre par le covoiturage. Voilà. Cette soirée, je l'ai trouvée très intéressante.
Je crois que Eliante vous en proposera forcément d'autres, puisque c'est notre rôle. Ça ne sera pas le scénario négawatt, c'est fait, ça y est. Ben, il y en aura d'autres, hein, et puis voilà. Bon retour à tous. Merci d'être venus ce soir nombreux. Ça nous fait chaud au cœur. Voilà.